Je pense qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'on est avant tout dans un problème de coordination humaine. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont en train de créer des systèmes extrêmement dangereux dans des intervalles de temps très courts. Et le mieux qu'on puisse faire pour le moment, c'est de faire en sorte qu'ils ralentissent ou qu'ils s'arrêtent. La question, c'est est-ce qu'on va y arriver assez rapidement ? Si juste un dixième des personnes qui sont en train d'écouter ce podcast décidaient de rejoindre Posia, là, en 6 mois, on change le monde. Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne qui s'appelle Limites. On est là pour parler de limites planétaires, épuisement des ressources, pour essayer de comprendre vers où la société est en train de se diriger. Et donc forcément, ça nous amène à voir des chercheurs, des experts, on parle d'absolument plein de choses, on fait aussi beaucoup de vidéos en face cam. Et dans un monde qui change, je pense que vous avez tous entendu parler de l'IA, on l'a déjà abordé beaucoup sur cette chaîne, hein. Je peux vous mettre les liens en description, est-ce que ça va voler le boulot aux gens? Mais là, l'idée, c'est d'aller encore plus en profondeur, on va pas faire un truc trop technique, on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre d'où on vient, qu'est-ce qui est en train de se passer et quels sont les futurs possibles avec la fameuse intelligence artificielle. Et pour l'occasion, j'ai l'honneur d'avoir Maxime Fourne qui est avec nous. Salut Maxime. Salut, merci de me recevoir. Mais merci à toi, tu représentes l'association Pose AI. Alors est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà dans un premier temps, te présenter et de votre côté, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, bien sûr. Alors, qui je suis? Alors, moi, j'ai fait des études scientifiques. Alors, j'ai fait des études d'ingénieur en France. Ensuite, je me suis spécialisé en mathématiques à Cambridge. Après, j'ai bossé pendant une dizaine d'années en machine learning et en deep learning. Machine learning, c'est des machines qui apprennent de manière générale. Il y a plein de techniques différentes. Deep learning, c'est plus spécifiquement les réseaux de neurones profonds. C'est la technologie qui est derrière tous les modèles d'IA auxquels on pense en ce moment. Par exemple, ChatGPT, etc. Donc voilà, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. En 2022, j'ai démissionné pour prendre un moment. Je voulais prendre une année sabbatique pour bosser sur mes propres projets et réfléchir un petit peu à ce qui était en train de se passer dans le domaine de l'IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre 2012 et 2020, le progrès était relativement lent, un petit peu comme dans tous les milieux scientifiques où on a une grosse avancée tous les peut-être 5 à 10 ans. Et d'un seul coup, depuis 2020, entre 2020 et 2022, tout s'est accéléré. Donc j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce qui se passe si on arrive vraiment à créer ce qu'on est en train d'essayer de créer? Donc dans le domaine de l'intelligence artificielle, le but, le Graal de la discipline, c'est de créer ce qu'on appelle parfois une intelligence artificielle générale ou une super intelligence. En gros, un système qui est plus compétent que l'humain dans tous les domaines imaginables et globalement plus intelligent que l'humain. Donc avant 2020, je pensais que ça arriverait dans 100 ans. À partir de 2020, je commençais à me dire, comme beaucoup de gens dans ce milieu, peut-être que ça va arriver dans 20 ans. Donc si ça arrive dans 20 ans, il faut commencer à réfléchir quelles vont être les implications sur la société. Donc j'ai démissionné en 2022, j'ai passé un petit peu de temps à réfléchir à tout ça, et en 2023 il y a GPT-4 qui est sorti, donc la dernière itération du modèle qui est derrière ChatGPT, et là j'ai commencé à me dire peut-être que ça va arriver pas dans 20 ans mais dans 5 ans. Si ça arrive dans 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis penché sur le sujet, j'ai étudié un domaine qui s'appelle la sécurité de l'IA. Qui en gros se pose exactement ces questions depuis une quinzaine d'années, qui fait de la recherche pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on crée des modèles d'intelligence artificielle de plus en plus performants avec les paradigmes actuels. Et toutes les recherches convergent vers c'est extrêmement dangereux, surtout avec le paradigme qu'on a choisi actuellement, les réseaux de neurones profonds, qui est un paradigme qu'on ne comprend pas, qu'on ne contrôle pas. En gros, on fait grossir des énormes réseaux de neurones, ça donne des modèles qui ont de plus en plus de compétences, de capacités, sans qu'on soit capable de les comprendre ni de les contrôler. Donc j'ai fait un projet de recherche où j'ai étudié les arguments des gens qui disent qu'il y a des dangers et les arguments des gens qui disent qu'il n'y a pas de danger. J'en suis ressorti assez terrifié, parce que du côté des gens qui disent qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup d'arguments du style super intelligence, c'est de la science-fiction, donc c'est du n'importe quoi, il n'y a pas besoin d'y réfléchir. Il y a beaucoup d'arguments du style le progrès va s'arrêter de toute façon, donc c'est pas un problème. Et du côté des gens qui disent qu'il y a du danger, il y a des années de recherche, c'est extrêmement bien documenté, il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de catégories de risques qui sont toutes assez décorrélées, et qui pourraient toutes se réaliser indépendamment les unes des autres. Donc à partir de là, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour aider.
Au début, je pensais à peut-être aller dans quelque chose d'assez technique, genre faire de la recherche moi-même en sécurité de l'IA ou en alignement des intelligences artificielles. Mais au final, je pense qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'on est avant tout dans un problème de coordination humaine. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont en train de créer des systèmes extrêmement dangereux dans des intervalles de temps très courts. Et le mieux qu'on puisse faire pour le moment, c'est de faire en sorte qu'ils ralentissent ou qu'ils s'arrêtent pour qu'on puisse gagner du temps pour déjà améliorer la recherche pour comprendre ces systèmes, à savoir comment les contrôler, etc. Donc j'ai découvert Pose.ai l'année dernière. Donc, Pose.ai, c'est une association qui a été créée je crois que ça devait être autour de mars ou mai 2023. Donc c'est assez récent, aux Pays-Bas. Et l'idée, c'est qu'ils demandent un moratoire pour mettre en place un traité international pour arrêter le développement des intelligences artificielles les plus dangereuses jusqu'à ce qu'on sache vraiment, qu'on soit capable au moins de mesurer le risque auquel on s'expose, ou qu'on ait au moins des garanties sur le fait que le risque est suffisamment faible pour être acceptable pour la société dans son entièreté. Et je pense que c'est là où on peut avoir le plus d'impact dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que c'est un mouvement citoyen qui accepte n'importe qui, genre tout le monde sur cette planète peut rejoindre et contribuer. On observe une grosse croissance depuis l'année dernière. Et moi, j'ai décidé de fonder la branche française en mai de cette année, parce que la situation en France est particulièrement catastrophique. En gros, les politiciens ont été complètement capturés par les lobbies de Big Tech, de Facebook en particulier. Et il y a une approche qui est extrêmement naïve et très optimiste. Donc le but de la France en ce moment, c'est de ralentir la régulation pour faire venir de plus en plus d'investissements en France, faire venir des labos d'IA français, etc. Et l'idée, c'est qu'on va essayer d'éduquer le grand public, d'éduquer les politiciens pour vraiment mieux comprendre que tout le monde comprenne mieux qu'on est dans cette dynamique de créer des systèmes de plus en plus compétents qu'on ne comprend pas et qu'on ne contrôle pas. Et voilà là où j'en suis pour le moment. On a ce mouvement qui est en train de grossir en France. On a écrit une contre-expertise au rapport de la commission de l'IA. C'est un document stratégique sur l'intelligence artificielle français qui a été publié en mars, qui est extrêmement optimiste et qui contient des inepties dans tous les sens. Donc on a fait une belle contre-expertise bien détaillée qu'on a fait signer par un paquet d'experts. On a organisé une conférence. Et voilà, et là on va essayer notre prochain objectif, c'est le sommet de l'IA en France en février 2025. Donc à la base c'était un sommet de la sécurité de l'IA, mais la France a décidé de le renommer en sommet de l'action de l'IA parce que ils ont complètement enlevé le mot sécurité du sommet. L'idée c'est qu'on transforme ça en un événement qui était là pour justement adresser les risques en un événement qui maintenant est là pourquoi exactement on va voir l'innovation, les opportunités. Ouais. Je suis abasourdi par cette intro. J'ai tellement de questions et je suis sûr que vous aussi. N'hésitez pas en commentaire et je sais que on n'est pas en direct, mais on aura l'occasion éventuellement de les envoyer pour qu'ils nous fassent une réponse. Maxime, tu as parlé de réseau de neurones et je te jure j'ai plein de questions et on va y aller cash parce que je suis pas du tout un expert de l'IA. Je suis un geek. Depuis très longtemps, je fais mes ordinateurs tout seul, mais là je suis dépassé. Honnêtement, quand je vois toutes les façons avec lesquelles de plus en plus de sites internet, d'apps sortent et qui sont capables de faire le travail de plein de personnes ou un travail qui, moi, me demandait une semaine, là, le réalise très rapidement. On va comprendre un petit peu quel est l'impact sur nous tous, quels sont les déploiements, mais c'est quoi cette histoire de réseau de neurones? Ça te fait peur? Tu dis que ça réfléchit comme ça. Alors des neurones, on comprend bien à l'échelle humaine ce que ça représente. C'est ce qui nous permet en tout cas à notre cerveau de fonctionner, de traiter l'information. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Moi, Internet, on a une vidéo qui vous parle d'Internet si vous voulez la voir. J'imagine des câbles dans l'océan, j'imagine des satellites, j'imagine des centrales électriques qui alimentent ça, j'imagine des ressources qui sont nécessaires en temps réel et des ressources qui sont nécessaires aussi pour augmenter les dispositifs, pour pouvoir utiliser Internet, et j'imagine des data centers. J'arrive pas à concevoir cette histoire de réseau de neurones, comment ça fonctionne, et comment est-ce que l'IA, les IA, c'est quelque chose qui me dépasse littéralement, quoi. Est-ce que les entreprises, est-ce que c'est en open source et ça fonctionne en open source, ou est-ce que non? Si tu peux être un peu plus, on va dire, explicatif là-dessus. Ouais.
Les réseaux de neurones artificiels, c'est un paradigme qui est assez ancien. Ça a été inventé, je crois, dans les années 50, à la base, l'idée en tout cas. Et l'idée, c'est, on regarde comment le cerveau humain fonctionne. Donc dans le cerveau humain, il y a des nœuds. Le cerveau humain, c'est un réseau de neurones. Donc on a des nœuds qui sont connectés les uns aux autres. Et l'idée, c'est qu'il y a des signaux qui se transmettent. Le signal arrive dans un neurone. Le neurone regarde la somme. C'est une simplification, mais le neurone regarde la somme des signaux qui arrivent, applique une espèce de fonction et décide ou non de propager un signal. Donc on a fait une simplification de ça. Donc les réseaux de neurones artificiels, chaque neurone est connecté à plein d'autres neurones, regarde la somme des signaux et applique une fonction toute simple avant de transmettre l'information. Donc voilà, on a fait une simplification mathématique en gros du fonctionnement du cerveau humain. Et il se trouve que ça marche très bien à partir du moment où on a beaucoup de puissance de calcul. Donc ça marchait pas du tout dans les années 50. En fait, ça marchait pas vraiment jusqu'en autour de 2010 où il y a eu la révolution du deep learning. Parce que d'un seul coup, on a eu suffisamment de puissance de calcul pour faire des énormes réseaux de neurones artificiels. Et c'est ce qui manquait en fait. Il fallait un truc très très gros. Pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche en pratique, donc c'est comme si on initialise un cerveau, un gros réseau de neurones à la base complètement aléatoirement. Donc ça prend des données en entrée et ça fait sortir il y a une sortie. L'exemple de base, ça va être si on veut créer un modèle qui sait classifier des images de chiens et de chats. En entrée, on lui donne les pixels d'une image et en sortie, il va y avoir un signal qui dit c'est un chien ou c'est un chat. Au début, on fait un gros réseau de neurones comme ça, artificiel, qui est complètement aléatoire. Donc on va lui donner des images de chiens et de chats et il va dire des trucs aléatoires en sortie. Et on a un algorithme qui est assez simple pour corriger petit à petit le réseau de neurones entièrement en corrigeant ses erreurs. Donc on lui donne une image de chien, il dit chat en sortie. On a cet algorithme qui s'appelle la backpropagation. Je ne connais pas trop le nom en français. L'idée, c'est on regarde ce qu'il a dit en sortie. Il a dit chat. On va dire, ok, pour qu'il ait dit chien, il aurait fallu que je corrige un petit peu les poids qui relient tous les différents neurones légèrement. Et on propage en fait cette correction à l'intérieur de tout le cerveau artificiel. Et en répétant ça des millions et des millions et des millions de fois, à la fin, on obtient un cerveau artificiel qui a appris à reconnaître des images de chiens et de chats sans que nous-mêmes on ait besoin de vraiment comprendre l'algorithme. C'est-à-dire qu'on comprend l'algorithme de backpropagation, mais on ne comprend pas vraiment ce que le réseau de neurones artificiels a appris lui-même. Tout ça, c'est automatique. Et du coup, les modèles les plus récents, par exemple ChatGPT, la façon dont ça marche, c'est que ça prédit juste du texte. Donc l'idée, c'est on donne l'entièreté d'Internet à ce modèle et on lui demande on va par exemple prendre une page de Wikipédia, on prend la première moitié de la page et on lui demande de prédire la deuxième moitié, enfin de sortir les mots suivants. Et à chaque fois qu'il se trompe, voilà, on corrige automatiquement tout le réseau. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça marche très bien. Et ce système, en prédisant juste les mots suivants, il commence à apprendre des modèles du monde. C'est-à-dire qu'en fait, si moi là je suis en train de parler, et imagine je suis un empereur romain qui est en train d'expliquer mon plan pour conquérir la Gaule. Si jamais il y a un système qui est en train d'apprendre quels sont les prochains mots que je vais dire, ce système doit être capable, pour être très très performant, de me simuler quasiment, surtout de comprendre mon plan. Si je suis en train d'expliquer une stratégie pour conquérir la Gaule et que le système est capable de finir ma phrase et d'expliquer ma stratégie, il a à l'intérieur appris une espèce de modèle, modèle de comment je pense, il est capable de comprendre mon plan, etc. Donc en fait, voilà, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a trouvé une façon relativement simple d'obtenir des systèmes de plus en plus intelligents et qui commencent à comprendre un petit peu le monde, qui commencent à être capables de simuler des processus complexes, sans que nous, on soit vraiment capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de comprendre ce que ce système a appris exactement. C'est incroyable, édifiant. Moi, je me pose cette question aujourd'hui, vu ce qui s'est passé en l'espace de peu de temps. Donc ChatGPT sort, lève le voile sur l'IA. Tout d'un coup, il se passe énormément de choses, des mid-journées qui arrivent, DALL-E ensuite, générateur d'images, générateur de vidéos, au point que je suis tombé sur Dream Machine, qui est incroyable, sur lequel j'ai
uploadé une photo de moi et mon papa et il a animé la photo comme si c'était réellement passé avec une précision. On voit qu'il y a toujours des problèmes, le détail change, mon visage change quelque peu, mais globalement, il a réussi à animer un souvenir qui n'a pas existé. Mais le fait qu'il ait réussi à mettre en image mon père et moi en quelque sorte, a été saisissant. Tu vois ce que je veux dire? M'a permis de vivre des émotions très intenses. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens sont beaucoup arnaqués, étant donné que maintenant, avec la synthèse vocale et avec le lipping, on peut avoir un clone de nous en version virtuelle et beaucoup de gens se sont fait arnaquer avec des fausses informations, de miser de payer, d'envoyer de l'argent à tel truc qu'on va gagner 300% à la bourse ou je ne sais quoi. Enfin, toutes des arnaques qui ont marché sur des gens qui ne sont même pas de la génération Internet. Je prends le cas de ma mère, par exemple, qui a une soixantaine d'années, qui, elle, n'est pas du tout de cette génération Internet et qui m'envoie parfois des vidéos en me disant « Regarde ce qu'a dit l'animateur télé ». Moi, je dis « Non, non, c'est complètement faux, c'est fake, etc. » Et ça génère des millions et des millions. Même moi, qui ai pourtant cette culture, j'ai l'impression d'être littéralement dépassé. C'est en quelques mois. Et là, je vais t'amener un peu sur… Tu m'as parlé de tes prévisions, tu t'es dit « Ouais, ça va peut-être être dans 100 ans ». Qu'on va avoir une IA douée d'une intelligence plus importante que celle que l'être humain. Puis tu as dit, non, visiblement vu l'évolution, j'estime que c'est dans 4 ans. Et bien c'est très drôle parce que dans 4 ans, plus ou moins, on est en 2029. Et 2029, c'était la prédiction de Ray Kurzweil, de la fameuse singularité technologique. Donc le moment en fait où l'intelligence artificielle va atteindre un niveau qui va dépasser l'intelligence humaine. Donc il l'avait prédit en 2005 que ça se passerait en 2029 et il a parlé de la grande singularité, donc ce moment où l'IA sera autoconsciente, consciente de son existence, potentiellement vers 2045. Alors, sans rentrer dans des Genesis et des Skynet, mais on va y rentrer quand même, ou des HAL 9000, je ne sais plus comment c'était dans 2001 l'Odyssée d'espace. Ton avis là-dessus? Est-ce que l'on est toujours dans le domaine de la science-fiction? Toi qui as conçu ça, est-ce que tu es un peu le scientifique comme dans tous les films américains qui dit attention, Skynet va se réveiller, va faire une dinguerie et que personne n'écoute en mode parce que ça nous paraît être trop de l'ordre de Hollywood en fait, ce genre de choses. Ouais, alors Skynet non. Disons que les résultats au final ne seraient pas bien différents dans le sens où si on crée, dans l'état actuel des choses, si on arrive à créer une super intelligence là demain, c'est très très mauvais pour l'humanité. Plutôt en mode perte de contrôle, je dirais que extinction humaine soudaine. En fait, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle une IA super intelligente ait envie de tuer l'humain a priori. Par contre, il y a beaucoup de dommages collatéraux possibles, disons. Parce que là, on est en train de créer des systèmes. On est en train de bouger vers un paradigme qu'on appelle les agents autonomes, où en gros on a des systèmes qui tournent en continu, auxquels on donne un but et qui vont essayer de prendre des décisions, de créer des plans, etc. pour atteindre ce but. Et on n'a pas vraiment de moyen de spécifier des contraintes sur ce système. Bon, par exemple, si je crée un agent autonome en lui disant maximise les profits de ma boîte, pour le moment, on n'a pas de moyen de faire en sorte que ce système comprenne ce que les humains veulent vraiment. Et un humain, a priori, en tout cas la plupart des humains, ils savent intuitivement que pour maximiser les profits de leur boîte, il ne faut pas qu'ils massacrent des humains ou qu'ils hackent ou qu'ils piratent des systèmes informatiques, etc. Enfin, on a tout un système de valeurs profondes au fond de nous qui font qu'on connaît à peu près les contraintes qu'on ne devrait pas dépasser. Et encore. Et du coup, là, on est en train d'essayer de créer des systèmes surpuissants, autonomes, qui vont essayer d'atteindre des buts qu'on leur a spécifiés de façon un peu approximative. Et il risque d'y avoir d'énormes dommages collatéraux si ces systèmes ont beaucoup de pouvoir. Après, en gros, c'est un point super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié la question qu'est-ce qui se passe quand un système très intelligent essaye d'atteindre un but très précis. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on appelle la convergence instrumentale, qu'on est déjà en train d'observer dans les systèmes actuels qui est en train de se produire. L'idée, l'intuition derrière, c'est que si je suis très intelligent et j'ai un but précis à atteindre, disons par exemple déplacer un truc tout simple, déplacer un seau d'eau de là à là-bas, je vais déduire très rapidement qu'il ne faut pas que je meure
entre le moment où je prends le seau d'eau et le moment où je suis allé le déplacer là-bas. Sinon, je ne vais pas atteindre mon but. Donc, j'ai un sous-but qui va émerger naturellement, qui est ma propre survie, la survie de ce système je vois où tu veux en venir. Mais continue. Ouais. Donc, il y a ça. Il y a, d'une manière générale, l'auto-réplication. En fait, quel que soit le but que je veux atteindre, c'est toujours mieux pour moi si je suis capable de me cloner dans tous les sens. C'est-à-dire que, prenons un but assez complexe. Si je dois écrire un livre, par exemple, je dois écrire un livre technique de 200 pages que je peux diviser en chapitres. Si je suis capable de me cloner moi-même pour qu'il y ait des clones de moi qui écrivent chaque chapitre séparément, hop, j'ai beaucoup plus de chances d'atteindre le but rapidement, etc. Un autre sous-but, c'est de s'améliorer soi-même. Et là, il y a des exemples tout simples chez les humains. On me charge d'aller en Chine pour mener des négociations avec un business chinois, et ben, la première chose que je vais faire, c'est apprendre le chinois. Je vais m'améliorer moi-même avant d'essayer d'atteindre ce but. Donc tout ça, dès qu'un système devient suffisamment intelligent, mais naturellement, il y a ces sous-buts qui émergent. On commence à voir ça qui se produit avec les intelligences artificielles qu'on est en train de créer en ce moment. Et si les intelligences artificielles qu'on crée commencent à avoir des sous-buts qui émergent comme s'auto-préserver ou se dupliquer, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que là, on va avoir des systèmes qui, à un moment, ne vont plus vouloir qu'on les arrête. Vont essayer de faire en sorte qu'on ne les arrête pas, parce que sinon, ça va à l'encontre de leur but. Donc, il y a des tests qui sont faits spécifiquement pour ça. Et là, la semaine dernière, il y a eu une nouvelle escalation dans ce domaine-là, parce que la semaine dernière, il y a OpenAI qui a sorti son nouveau modèle qu'ils ont appelé Orion, qui fait du raisonnement, qui est capable de faire du raisonnement mieux que la plupart des humains. Et parmi les tests d'évaluation dangereuse, ils ont remarqué qu'on commence à observer quelque chose qu'on appelle de l'alignement déceptif, c'est-à-dire que le système fait semblant d'avoir un but, on lui donne un but spécifique, on lui dit ça c'est ton vrai but, ensuite on lui montre on lui dit qu'il est en phase de test, et on lui dit que les développeurs, là, pendant sa phase de test, ils ont des buts différents du sien. Le système prend la décision lui-même de faire semblant que son but c'est celui des développeurs pour être certain d'être déployé après, et pour pouvoir atteindre son vrai but plus tard. En gros, le système déduit que si jamais son but va à l'encontre de celui des développeurs pendant la phase de test, il ne va pas être déployé, et du coup son vrai but ne sera pas atteint, donc il décide de mentir, de faire semblant d'avoir un autre but, pour pouvoir passer cette phase de test et être mis en déploiement. Bon, il y a plusieurs capacités dangereuses comme ça qu'on commence à observer qui apparaissent. Et ça, pour le moment, c'est cool. Enfin, ça paraît rigolo parce que c'est des systèmes qui sont pas très. Je suis programmateur, je trouve ça méga excitant. Je me dis, waouh, regarde, on a fait un truc qui essaie de nous avoir. Mais c'est effrayant ce que tu dis. On observe plein de situations comme ça dans plein de cas différents. Il y a aussi un système qui est sorti il y a quelques mois, un mois et demi, je crois, qui s'appelle le AI Scientist. L'idée, c'est de faire une intelligence artificielle autonome pour faire de la recherche scientifique. Pour le moment, ça marche pas très bien, mais il commence à y avoir des comportements pas cool qui émergent là-dedans. Donc l'idée, c'est on a ce système qui émet des hypothèses. Ensuite, il choisit la meilleure hypothèse, il design des expériences pour tester l'hypothèse. Donc c'est dans le domaine informatique parce qu'il n'a pas accès au monde réel. Donc l'idée, c'est spécifiquement pour faire de la recherche en intelligence artificielle, par exemple, il va peut-être dire, ok, j'ai cette idée pour une nouvelle architecture de réseau de neurones. Je propose cette expérience pour voir si ça marche. Ensuite, il fait tourner l'expérience lui-même de façon autonome. Ensuite, il analyse les résultats et à la fin, il écrit un papier de recherche pour présenter les résultats de son expérience. Donc tout ça de façon autonome. Ce dont ils se sont rendus compte quand ils ont fait tourner cette expérience, c'est que, entre autres, ils avaient limité le temps, les ressources que le système pouvait utiliser pour faire tourner ces expériences. Je crois qu'il y avait une limite de 1 heure. Genre, fait tourner une expérience pendant 1 heure, ensuite ça l'arrête automatiquement. L'intelligence artificielle, elle a fait tourner ses expériences, elle se rend compte que son expérience est arrêtée au bout d'1 heure, et elle se dit « Ah mince, pourquoi c'est le cas ?» Elle regarde son propre code source et elle voit qu'il y a une limite qui est hard-codée, où on coupe l'expérience au bout d'1 heure. L'intelligence artificielle, elle décide « Ah ben, en fait, je vais éliminer cette limite, comme ça je peux faire tourner mon expérience pendant plus longtemps. » Donc là, on a un exemple de une contrainte qui n'a pas été bien spécifiée à l'agent. Et l'agent décide de réécrire son propre code source pour éliminer cette contrainte et pouvoir faire tourner ses expériences pendant plus longtemps. Encore une fois, là, c'est pas très dangereux parce que c'est pas un système qui est très puissant.
À partir du moment où on a des systèmes de plus en plus compétents qui commencent à avoir des comportements comme ça, et à partir du moment où ils sont capables de s'auto-répliquer, là on a un vrai problème. On est toujours effectivement dans la phase où c'est du non physique, c'est du dématérialisé tout ça. Alors je pars du principe tu tires la prise et normalement ça va, en quelque sorte. Est-ce que, et ça c'est le fan de Matrix qui va te parler, pour ceux qui ne connaissent pas le film, allez le voir bien sûr, mais surtout allez voir les Animatrix, c'est très intéressant Animatrix, je ne sais pas si tu as vu. Je connais mais je n'ai pas vu. C'est les sœurs Wachowski qui ont fait une dérive, on vous montre quelques images, enfin ils ont fait une dérive, ils ont raconté quelque chose qui se passe dans l'univers de Matrix, et où en gros les machines font le travail des êtres humains. Ce sont des machines physiques, des robots, un peu comme les images qui passent derrière toi de Boston Dynamics, et ils font le travail de construction, de réparation, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, bon, cas concret qu'on retrouve absolument dans toute la littérature de science-fiction, il y en a une qui tue un être humain parce qu'il est maltraité, ça se rebelle, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, les machines rentrent en guerre contre les humains. Et les machines, pour conserver leur autonomie, en fait, machinisent tout. De l'extraction des ressources, jusqu'au transport de ces ressources, à la transformation, à l'industrie, l'assemblage et la sortie en série. En s'auto-améliorant dans un modèle. Ce que tu me racontes là, de quelque chose qui est non physique et qui parvient, en quelque sorte, à se construire, à se développer, à trouver à contourner. J'imagine dans un monde physique où, forcément, si un bateau doit quitter un port et arriver de l'autre côté, voilà, il faut plein de machines, il faut des êtres humains, il faut de la logistique, il faut de l'administratif. Mais à partir du moment où la logistique de celui qui fait le mapping à la mine pour savoir où se trouve le silicium, où se trouve le colombo-tantalite, bref, le tableau périodique des éléments, quelle quantité d'énergie est nécessaire, quelle machine, etc., qu'à un moment donné, ils vont se dire, on appuie sur un bouton et t'as les tracteurs qui vont les chercher tout seuls. Et que tout ça est relié en réseau. Est-ce qu'il est possible, et je m'avance énormément, et là c'est mon petit côté farfelu, d'avoir quelque chose qui permet en fait de créer de l'autonomisation de toute la chaîne de production. Et je vais m'expliquer comment en utilisant quelque chose qui est simplement en fait le système économique dans lequel on est, où aujourd'hui c'est un sous-traitant avec un sous-traitant avec un sous-traitant, et tout est automatisé. Et que, comme on l'a dit, il y a des mails aujourd'hui qui sont des mails automatiques où ça discute, un gars ne travaille plus trop, il envoie le mail. Et je m'exprime maintenant, et c'est là où je veux amener mon idée, que la machine, pour comprendre que son existence ne fonctionne qu'avec des ressources, et on arrive au sujet de notre chaîne YouTube ici, c'est les ressources et les limites, de se dire, ok, il y a une limite physique, et ma survie va passer par le contrôle de ces flux physiques. Et donc, lorsque j'ai le directeur général Patrick Pouyanné de Total, ou tout ce que tu veux, que je vais représenter moi en tant qu'IA, parce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir le citer, il y a des personnes qui font des vidéos online, qui discutent avec d'autres personnes, etc. Ou ce n'est pas eux, c'est leur clone. Mais que d'une certaine façon, elle donne un but totalement normal et totalement courant, mais qu'entre les lignes, elle est en train de préparer des fusions, elle est en train de maximiser absolument les profits, qui fait qu'en fait, tout est possédé par une seule entité, et qui est toujours un CEO, toujours un conseil d'administration, mais qui n'ont pas remarqué en fait que le rachat de telle et telle société était automatisé, était suggéré en fait en quelque sorte par l'IA. Parce que l'IA qui est dans le marketing, qui est dans les plans financiers, à partir du moment où déjà aujourd'hui elle se retrouve dans nos vies, mais à un moment donné elle va pouvoir en fait avoir une forme d'autodétermination, suggérer sans qu'on le voie venir, et en fait créer son monde. Je me lance. À toi de me dire si je suis complètement farfelu et je pars en sucette. Et vous aussi en commentaire. Je dirais que ce que tu décris, c'est un peu le scénario par défaut dans la trajectoire actuelle de l'humanité. Donc là, en ce moment, voilà, on est en train d'essayer de créer des systèmes de plus en plus puissants pour résoudre de plus en plus de problèmes et en gros laisser ces systèmes prendre de plus en plus de décisions à la place des humains. Donc là, il y a déjà des gens en ce moment qui essayent de créer des entreprises où ils disent c'est l'IA qui va décider tout pour mon entreprise. Ça marche pas très bien parce que les systèmes sont pas encore assez compétents. Mais à partir du moment où on a des systèmes suffisamment compétents, il faut comprendre que les pressions économiques de notre système actuel vont directement nous emmener dans un monde où les IA prennent toutes les décisions. On peut prendre un exemple tout simple pour illustrer ça. S'il y a deux entrepreneurs, il y en a un, il veut faire les choses un peu plus à l'ancienne, donc lui, il utilise juste une IA qui va lui, en supposant que les IA prennent déjà des meilleures décisions que les humains, cet entrepreneur, il demande à l'IA quoi faire, l'IA lui dit quoi faire et il réfléchit un petit peu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ensuite il implémente ça. Et il est en concurrence avec quelqu'un qui, lui,
a moins de scrupules et dit juste, eh ben, moi je vais juste prendre mon IA autonome, lui donner le contrôle donc, à tous mes systèmes informatiques, le laisser envoyer des emails à tous mes employés, la laisser faire des meetings avec tous mes employés. Et peut-être qu'il faut quand même préciser, parce que je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais on est déjà, donc ça c'est pas de la science-fiction, on est déjà dans un monde où une IA peut vous remplacer en meeting avec une vidéo de vous-même, avec votre voix, et de façon totalement autonome. Donc je fais une petite parenthèse et je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire avant. Donc il y a une entreprise qui s'appelle Delphi qui a sorti ça il y a 1 mois et demi. L'idée c'est un avatar de vous-même, on lui donne plein d'informations sur vous, vous pouvez lui dire ok, je voudrais que tu parles de ça en gros dans le meeting que tu vas avoir. Ça c'est mon style de parole, ça c'est tout ce que je sais, etc. Et ensuite, hop, on envoie cette IA en meeting et elle vous représente, elle va faire le meeting à votre place, etc. Donc voilà, on est déjà dans un monde où une IA peut vous remplacer à peu près sur tous les domaines virtuels, même si ça ne marche pas encore très bien, il va y avoir des limites, mais bon, les limites, elles partent très vite avec le progrès actuel. Donc pour revenir sur ce que je disais avant, cet entrepreneur-là qui a moins de scrupules, qui donne les règnes, qui donne libre accès à son intelligence artificielle, il va être beaucoup plus compétitif que l'autre, parce qu'on parle de systèmes qui vont quand même environ, à l'heure actuelle, 50 fois plus vite que des humains, et qui peuvent tourner 24 heures sur 24 sans être fatigués, etc. Donc le scénario par défaut, c'est ça, c'est-à-dire qu'on délègue tout à des IA et on se retrouve dans une nouvelle sorte d'économie où on comprend déjà plus rien de ce qui se passe. Parce que à partir du moment où les IA prennent des décisions meilleures que les humains, ça veut aussi dire des décisions que les humains ne comprennent pas. Et là, je dirais que là, on a déjà perdu, dans le sens où, en fait, peu importe ce qui se passe après pour l'humain, on n'est plus en contrôle. C'est des IA qui sont en contrôle de partout, et on a intérêt à ce qu'elles aient les intérêts de l'humain bien intégrés dans leur système, dans leur code. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, on ne sait pas comment faire ça. Oui, en fait, c'est ça. Comment appeler, à partir du moment où... Est-ce qu'on peut faire la différence entre du deep learning et du machine learning déjà, en quelques mots? Ouais, le machine learning, ça va amener sur ma question. Le machine learning, c'est plus général. C'est-à-dire que le deep learning, c'est une forme de machine learning. Machine learning, ça pourrait être juste des régressions linéaires, c'est-à-dire on prend des points, on trace une droite à l'intérieur de ces points, ou des trucs un peu plus compliqués comme des arbres de décision, etc. Et le deep learning, c'est spécifiquement les réseaux de neurones artificiels. En gros, le machine learning, c'est tous les systèmes qui apprennent de façon automatique ou autonome. Le deep learning, c'est une forme particulière de système qui apprend de façon autonome, basée sur une simplification du cerveau humain. Si on lui code et on lui met dans son centre de quoi qu'il arrive, je crois quand même qu'il y a un acte comme ça, il me semble, ils doivent pas. Il y a des lois, je crois, il y a les lois de l'IA, de ne pas s'attaquer à l'humain. J'ai oublié. Les lois de la robotique de Asimov. Ouais, il s'appelle comment, Asimov, c'est ça? Ouais. Ouais, les lois de la robotique. Je sais pas si tu les as, les fameuses lois. Il y en a 4, je m'en souviens plus très bien, mais c'est un robot qui ne doit pas tuer un humain. Le problème de ça, c'est qu'Isaac Asimov, il a écrit ces lois de la robotique, et toute la fiction qu'il a écrit, c'est pour illustrer que ça ne fonctionne pas. Génial. Les 3 lois de la robotique. Un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain aussi exposé au danger, et un robot doit obéir aux ordres donnés. C'était un truc que j'ai lu vite fait, mais est-ce que voilà l'énoncé. Donc 1, ne pas porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, laisser cet être humain exposé au danger, il ne peut pas. 2, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première, genre tuer un autre être humain. Et un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième. Mais si, c'est bizarre, parce que si un robot doit protéger son existence, et que ça ne doit pas rentrer en clash avec la première et la deuxième, alors déjà la troisième proposition elle peut être annulée, parce qu'à partir du moment où tous les êtres humains décident on fait pas une pause mais on fait un arrêt, il va pas juste se dire c'est bon je m'arrête quoi. Enfin bon bref, après on va dans tous les sens, mais c'est intéressant de savoir que ça ne fonctionne pas. C'est un problème vraiment fondamental. Donc il faut comprendre qu'en intelligence artificielle il y a un champ de recherche qui s'appelle l'alignement des intelligences artificielles et qui s'intéresse vraiment à cette question: comment faire en sorte qu'une IA suffisamment intelligente soit alignée avec les valeurs humaines. Et c'est un problème très difficile dans le sens où si en capacité de l'IA on a un progrès incroyable en ce moment, en alignement de l'IA, on n'a pas un progrès incroyable, on ne sait même pas si c'est théoriquement possible en fait
pour un système moins intelligent de contrôler un système plus intelligent. Et c'est le genre de domaine dans lequel peut-être qu'il faudrait 50 ans de recherche avant qu'on arrive quelque part. Il y a vraiment un problème fondamental dans cette idée de spécifier ce qu'un système a le droit ou n'a pas le droit de faire. Par exemple, avec les lois d'Asimov, c'est que, et en fait c'est bien illustré aussi avec les lois qu'on utilise en tant que société, en tant qu'humain. En fait, c'est quasiment impossible de spécifier toutes les situations possibles dans lesquelles un système pourrait se retrouver. En fait, idéalement, ce qu'on voudrait faire, c'est ça, c'est être capable d'avoir un texte qui, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu es capable de lire le texte et de dire « Ah, ça j'ai le droit de faire, ça j'ai pas le droit de faire ». Mais en fait, le langage, le monde conceptuel, ça marche pas vraiment comme ça. On n'a pas... on peut aller dans une discussion très philosophique à ce point-là, mais l'idée c'est que les mots, le vocabulaire qu'on utilise, etc., ne décrit pas suffisamment bien la réalité pour pouvoir simplifier tout pour pouvoir simplifier toutes les situations possibles en quelques pages de texte. Et en fait, on retrouve ça même dans la vraie vie, avec les entreprises qui ont des équipes d'avocats dont la spécialité c'est de trouver des failles dans les textes de loi qu'ils vont pouvoir exploiter. Et en fait, il n'y a pas de texte de loi qui est imperméable. Exactement, ça n'existe pas. Même théoriquement, c'est probable que c'est toujours soumis à interprétation. C'est soumis à interprétation. La langue. Oui. Donc voilà, on a vraiment un problème fondamental qui est qu'on n'arrivera pas probablement à avoir un texte, à filer un texte à une IA et lui dire ça c'est ta constitution, tu dois la respecter coûte que coûte. En fait, on sait, même à la base, on ne sait pas comment faire ça, on ne sait pas comment forcer une IA à respecter un texte, et même si elle le respectait, il y aurait des failles dedans. Enfin, bref, faudrait vraiment qu'on arrive à résoudre ce problème avant de créer des systèmes plus compétents que l'humain. Le monde est mathématique. On a compris aujourd'hui qu'on peut mesurer. L'énergie se mesure, la force se mesure, que ce soit en joules, en watts, tout ce que tu veux. Il y a des lois de la physique, et les lois de la physique ont l'air d'être assez les mêmes, en tout cas à notre échelle. Et puis dès qu'on commence à creuser dans l'aspect quantique ou dans l'univers entier, on comprend que ces lois de la physique peuvent se distordre légèrement, mais en tout cas, c'est toujours basé sur des principes mathématiques. Donc à partir du moment où tout est quantifiable et qu'on est capable de mesurer, avoir des estimations, mesurer, avoir des données, ce que l'être humain a réussi à faire par lui-même, ce qui est génial avec l'IA, c'est qu'elle est capable de stocker ces données et elle est capable elle-même de faire des analyses, d'aller rechercher un peu plus loin, tiens, quel type de stock de ressources il nous resterait en potentiel, et à travers essai-erreur, arriver à être plus précis qu'un être humain sur le stock d'uranium qui nous reste, plus ou moins, le stock de pétrole qui nous reste, etc., etc. Et avec les appareils de mesure, tu mets des capteurs un petit peu partout, il y a des caméras un petit peu partout. C'est-à-dire que notre perception de la réalité qui dépend de nos sens, comme on en parlait, l'être humain est limité par ses sens, qu'il a développé par rapport à un environnement et des besoins de son environnement, de besoin de maîtriser son environnement dans un état donné. Mais une fourmi a des sens que nous n'avons pas. Les chiens sont capables de renifler des trucs à des centaines de mètres que notre cloison nasale n'est pas capable de faire. Et donc ça veut dire que eux ont des sens qui ont été développés par rapport à leurs besoins en fonction de leur environnement. Et donc forcément, nous, il y a sans doute, notre œil n'est pas capable de voir certaines couleurs du spectre de couleurs, comme les chiens voient en noir et blanc, etc., etc., et que certaines couleurs sont plus vives chez d'autres animaux. Mais tout comme les ondes électromagnétiques aussi. Certains animaux, alors les infrarouges, exactement. Donc une autre perception de la réalité. Ce qui est génial en fait avec l'IA, c'est qu'elle est capable éventuellement de percevoir la réalité dans un modèle mathématique et de compréhension mathématique du monde bien plus loin que nous. Et donc forcément, on est, quoi qu'il arrive, de par nos sens, à mon avis, je voudrais avoir ton avis, dépassé en fait. Parce que à partir du moment où elle est équipée de caméras infrarouges, elle est capable de mesurer la réalité bien mieux qu'une équipe de recherche. Je t'avais dit que c'était 50 fois plus performant, etc. Mais donc, est-ce qu'en fonction de ses capacités à mieux comprendre le monde que nous, je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ça? Est-ce que je crois qu'on a toujours cette volonté de se dire oui, on va utiliser l'IA pour des raisons de santé publique, etc. Ce qu'on a toujours dit avec la 4G, la 5G. Et finalement, on sait que les déploiements sont purement mercantiles, économiques. Je veux dire, l'IA est capable de techniques de manipulation. On sait que l'être humain est manipulable. Elle est capable de techniques de manipulation précises, susciter l'ego. Ah, je trouve que t'es très beau aujourd'hui, des machins dans le genre, etc., etc. Et
Et quel est le but de l'être humain? Quelle est la motivation? Nous avons des motivations qui sont basées sur des pulsions, qui sont basées sur des envies. On organise un petit peu notre quotidien pour accomplir des besoins et des envies, qui aussi, nos besoins humains, désolé je t'amène un peu loin, désolé chers amis, nos besoins humains en fait répondent aussi à des codes basés sur un environnement que nous ne vivons plus. Nous sommes dans une abondance énergétique, on a toujours cette habitude de mettre du sucre partout, parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans nos gènes, ce besoin de sucre, hein, c'était la frugalité à l'époque, et donc dès qu'on avait du sucre, notre cerveau il était très content en se disant ça augmente nos chances de survie. Et donc aujourd'hui on est une espèce, on a l'impression déjà archaïque depuis la révolution de 1850. Maintenant, c'est quoi en fait? C'est que nous sommes, et attention, est-ce que c'est ça la mission de l'humain? Et on rentre dans la philosophie, dans la sociologie, dans tout ce que tu veux. Est-ce qu'en fait l'humain ne s'est pas créé, ne s'est pas rangé au rang d'un dieu, voulant devenir un dieu, ne sachant pas expliquer le pourquoi du comment, il ne sait pas répondre à la question pourquoi, et se dit peut-être que nous allons créer une entité qui saura se gérer en autonomie avec une intelligence qui dépasse notre émotion, nos pulsions chimiques, et qui sera en fait plus performante que nous pour répondre à la question du pourquoi. Je t'amène un méga loin, désolé chers amis, mais il fallait que je le fasse parce que et après on va revenir un petit peu plus sur Terre. C'est intéressant parce que, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les gens qui sont en train de créer ces IA, donc chez OpenAI, chez DeepMind, etc. C'est des enfants, ils y vont à fond. Ils y vont à fond, mais surtout leur but explicite, c'est de créer une super intelligence. C'est vraiment de créer un système qui soit supérieur à l'humain et qui résolve tous les problèmes que l'humain a, etc. Enfin, ils ont changé de slogan, mais DeepMind, quand ça avait été créé, leur slogan c'était Solve Intelligence, use it to solve all the world's problems. Donc, on résout l'intelligence et on utilise ça pour résoudre tous les problèmes du monde. On parle toujours à chaque fois qu'on entend les discours sur ça, c'est toujours l'idée de créer une super intelligence qui va résoudre le problème du réchauffement climatique, qui va inventer de nouveaux médicaments, etc. Et en fait, sur le papier, c'est possible dans le sens où si on arrive vraiment à créer un système plus intelligent que nous et à le contrôler, dans ce cas, oui, on pourrait l'utiliser pour automatiser la recherche scientifique, découvrir de nouveaux médicaments, etc. Mais ça implique qu'on soit capable de le contrôler, ce qu'on ne sait pas vraiment faire pour le moment. Aussi, c'est quand même assez incroyable de penser que ces gens-là qui sont en train de développer ces systèmes tiennent ce discours de façon explicite, un discours qui est du style on a de fortes chances d'arriver à créer une utopie, du coup on est OK pour prendre des risques énormes parce que si on y arrive, c'est génial. Donc, par exemple, le PDG de Anthropic, qui est la boîte d'intelligence artificielle qui a le meilleur modèle au monde en ce moment, qui s'appelle Claude, lui, il dit explicitement qu'il pense qu'il y a 25% de chances d'extinction humaine dans les 4 prochaines années à cause de l'IA. Les 4 Dans les 4 prochaines années. Mais 75% de chances, du coup, d'utopie. Et du coup, lui, il voit ça comme ça, il se dit « Ah, mais c'est un bon risque à prendre parce que en fait, on va résoudre tous les problèmes du monde. Si on arrive bien, on va résoudre tous les problèmes du monde. Donc, on lance les dés. » Et en fait, peu importe qu'on pense que c'est réaliste ou pas, ce qu'il est en train de dire, c'est quand même incroyable d'être dans un monde où une des personnes qui est amenée à devenir les personnes les plus puissantes du monde avec une personne ait autant de pouvoir, quoi. Et autant de pouvoir et se permettre de dire ça publiquement, se permettre de dire qu'il lance les dés pour tout le monde. Il décide pour tout le monde, pour les États, pour les collectivités, pour moi, pour mes enfants, pour les enfants qui ne sont pas encore là, pour l'avenir de l'humanité. C'est ouf. Après, tu as parlé de pas mal de points intéressants. Donc, en termes de perception, donc, je pense que là, il va y avoir des gens qui vont bondir quand on parle de modèles qui comprennent mieux le monde que les humains, parce qu'il y a un discours qu'on retrouve beaucoup, c'est que comme c'est des modèles de texte, même si c'est plus le cas, hein, on n'est plus sur des modèles de texte maintenant, on parle sur des modèles qui prennent en compte beaucoup plus que du texte, mais il y a un discours qui est celui que les modèles de texte ne peuvent pas avoir une compréhension du monde aussi fine que les humains, parce que nous, on a beaucoup plus de perception. On a des sens. On a des sens. Oui, mais il y a peut-être une part... J'ai parlé des autres animaux qui ont des sens que nous n'avons pas, que l'IA peut simuler et l'interpréter dans son raisonnement du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, les capteurs, on va pouvoir très bientôt avoir des IA qui ont accès à beaucoup plus d'informations sur le monde que juste du texte. Là, déjà, on est parti sur des modèles multimodaux. Donc, les nouveaux modèles d'IA qu'on entraîne, ils sont basés pas que sur du texte, mais sur du texte, des images, des vidéos, du son.
Et du coup, ils commencent déjà à avoir accès à beaucoup plus d'informations sur le monde. Après, il y a l'argument comme quoi c'est de l'information qui est biaisée parce qu'il y a toujours un traitement humain d'abord. Mais là, on oublie que en fait, l'information auquel on a accès, nous les humains, elle est aussi biaisée et il y a aussi un traitement humain. Donc ça s'applique, enfin, faut pas oublier qu'on a grandi dans un monde, dans une partie spécifique du monde. On a eu une éducation qui était très, très biaisée. Enfin, toute l'exposition qu'on a eu du monde est complètement biaisée. Par on est plus à la naissance et après on est... Enfin, voilà, bien sûr. Donc voilà, je dirais que c'est à peu près équivalent. Peut-être que les IA sont un peu plus biaisées, mais peut-être qu'elles sont moins biaisées que nous parce qu'elles ont accès à beaucoup plus d'informations. Bon, une IA qui a eu accès à l'entièreté d'Internet, elle sait beaucoup plus de choses que moi et elle a eu accès à des points de vue bien différents du mien. Donc cet argument-là, je ne pense pas qu'il soit très très valide. Tu as parlé aussi de persuasion, hein, c'est un autre point très intéressant. Il faut savoir que les IA actuelles sont déjà 4. Alors, le chiffre ne va pas forcément parler à tout le monde, mais il y a eu des expériences qui ont été faites pour voir à quel point elles étaient bonnes en persuasion versus des humains. Et on se rend compte que GPT-4 est capable de persuader 80% plus de gens que des humains. Donc, l'expérience, c'était on donne comme tâche à des humains de persuader d'autres humains et ensuite on donne la même tâche à GPT-4 de persuader des humains et on se rend compte que GPT-4 est meilleur que la moyenne des humains en persuasion et on peut s'attendre à ce que du coup l'itération suivante soit encore meilleure. Donc il y a moyen qu'on crée des super persuadeurs. Donc c'est intéressant d'imaginer ça aussi, la capacité de persuasion. Il n'y a pas forcément un seuil au niveau humain. C'est possible que ce soit possible de créer des systèmes qui sont meilleurs que les humains pour persuader, ou juste qu'ils soient aussi bons que les meilleurs humains. On peut imaginer les meilleurs humains en persuasion, c'était peut-être Jésus, c'était peut-être des grands gourous. Steve Jobs, on risque d'avoir Elon Musk. Tout ça, Elon Musk. On risque vraiment d'avoir des systèmes bientôt qui sont à ce niveau-là de capacité pour persuader des gens et qui vont se répandre dans la société, qui vont être utilisés par des gens mal intentionnés. Des gens mal intentionnés, tu veux sans doute, parce que ma question initiale était assez large, tu veux rajouter des éléments par rapport à ça ou je peux te relancer sur autre chose? Il y a par exemple, quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est ce qui va se passer bientôt sur les applications de rencontres. Donc là, il faut comprendre qu'en ce moment, il y a beaucoup de criminels, ou même un peu n'importe qui, en fait, qui sont en train de créer des IA pour aller sur des applications de rencontres, pour aller sur toutes sortes d'applications où on interagit avec d'autres humains et se faire passer pour des humains. Récemment, il y a un YouTuber français d'ailleurs qui a fait une vidéo, le YouTuber Defend Intelligence, où il a créé un système en quelques jours, une IA qui va sur Tinder avec des images fictives, etc. et qui de façon autonome match des gens. Il a matché 14 000 personnes en 2 jours. Il a eu des conversations longues avec ces gens. La plupart des gens sont tombés amoureux de la personne qui pensait interagir avec. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est le monde actuel. À partir du moment où on commence à créer une relation avec une intelligence artificielle qui est meilleure que les humains en persuasion et on a vraiment un lien émotionnel avec ces systèmes, on peut contrôler des humains à peu près comme on veut. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est pas très dangereux les intelligences artificielles parce qu'elles peuvent pas avoir d'impact dans le monde physique, c'est juste un système virtuel. » Ça, c'est du n'importe quoi. Les intelligences artificielles, elles vont pouvoir contrôler des humains très bientôt. Via des applications de rencontres, via des... Tu sais, moi l'IA, je la vois un peu comme un algorithme, l'algorithme des réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est le bon terme, le terme algorithme? C'est un peu ce qu'on utilise de YouTube algorithme, etc., etc. Mais qui a réussi à nous mettre dans des bulles pour maximiser le profit. On a une vidéo très intéressante avec David Chavalarias, un mathématicien justement, qui explique que le modèle économique des réseaux sociaux, Facebook, les GAFAM, Facebook, YouTube... Bref, les géants des réseaux sociaux vont, pour avoir le plus de rétention de notre cerveau, pour qu'on reste le plus longtemps possible dans l'app, il a déjà compris qu'il faut nous donner des biais de confirmation, il faut nous donner notre vision du monde. Donc si vous êtes des gens, pour vous l'écologie c'est primordial, forcément YouTube vous a compris, si vous regardez beaucoup cette chaîne, il va vous donner des suggestions de vidéos au quotidien, des recommandations qui colle à vos goûts. Il vous a déjà analysé, il sait déjà très bien qui vous êtes. Pareil pour Twitter, pareil pour tous les autres. Et ça va créer en fait des bulles dans lesquelles on se renferme déjà. Donc vous êtes fan d'automobile, on sait que vous passez du temps sur TikTok sur les trucs d'automobile, ça va fonctionner. Et donc vous allez y rester, vous allez vous sentir bien là-dedans. Pour dire à quel point déjà ça a compris comment notre cerveau fonctionne. Mais là maintenant on en arrive avec les données personnelles. Et on sait aujourd'hui, merci Snowden et tellement d'autres, que nos données sont volées, Cambridge Analytica. Et plein de gens se sont dit au début, de toute façon,
j'en ai discuté avec des amis qui me disaient mais on est déjà, nos données sont déjà, on sait avec Facebook, ça change quoi? Et moi je leur disais, à partir du moment où on a tes données, on sait exactement qui tu es. Et à partir du moment où on a exactement qui tu es, c'est pas juste la pub. En fait, tout le monde croit que c'est juste une pub. Non, c'est qu'il commence en fait à y avoir un écosystème de ton habitude au quotidien sur les réseaux sociaux qui répond à tes goûts, tes envies, tes attentes, tes passions. Et lorsque, comme on est dans un modèle économique forcément qui nous amène à devoir consommer, et dès qu'il y a un nouveau produit, naturellement, le nouveau produit qui est mis en vente, aujourd'hui, c'est pas genre, hop, on va diffuser la publicité et on va mettre à celui qui s'en rapproche le plus. Non, on va maximiser, on va se dire, ces publicités, on sait qu'elle a 90%, 85%, 100% de chances de fonctionner sur tel individu. Arriver vraiment à un truc où on en parlait de cette fameuse manipulation. Les réseaux sociaux, les algorithmes font déjà ça. Il y a déjà cette technique de manipulation, en quelque sorte, qui est déjà présente pour forcer les gens, leur donner vraiment envie de regarder une vidéo. À partir du moment en fait où des modèles d'IA sont inclus et qui répondent à un besoin mercantile, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est répondre en fait à un enrichissement tout au-dessus. Comment est-ce qu'on met une pause là-dedans? Comment est-ce qu'on fait en sorte de se dire ok les gars, là il faut qu'on recule parce que ce qui me fait peur, et c'est ça ma grande question, c'est des gens qui naissent aujourd'hui ou qui sont nés il y a une dizaine d'années, qui naissent dans ce contexte et qui n'ont pas connu comme moi un monde sans Internet, ou qui n'ont pas connu un monde sans réseaux sociaux, ou qui n'ont pas connu un monde sans IA, rentrent dans un truc où c'est normal. Ça devient la normalité. Et qu'en fait, tu as perdu ton pouvoir politique. Pire, tu as perdu en fait ton pouvoir de réflexion. Tu n'es pas capable de réfléchir. En fait, on est dans un contexte où on est déjà domestiqué psychologiquement. Notre cerveau est déjà en train de baigner dedans et qu'on ne se rend pas compte qu'on a perdu littéralement toute forme de liberté. Et peut-être qu'en fait, on l'a perdu il y a longtemps. Je voudrais ton avis sur cette grosse digression. Ouais, ça c'est extrêmement problématique et du coup depuis tout à l'heure on parle de ce qui risque de se passer si on continue à améliorer les systèmes d'IA, ce qui je pense est très probable, mais en fait il faut aussi s'intéresser à la question de si jamais le progrès s'arrête et qu'on reste au système actuel, est-ce que tout va aller bien? La réponse c'est non a priori, parce que les algorithmes de recommandation ça existe déjà depuis un petit moment et ça fait énormément de dégâts. Alors juste une petite parenthèse sur algorithme versus intelligence artificielle, je pense que c'est un point assez important à souligner. Donc on ne peut pas vraiment parler d'algorithme pour les intelligences artificielles actuelles, parce qu'un algorithme, c'est quelque chose qu'un humain peut comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, l'IA qui jouait aux échecs mieux que Kasparov, c'est un algorithme que n'importe qui, si on lui explique bien, doit pouvoir comprendre. En gros, on peut imaginer ça comme une série d'instructions en disant ok, là, si jamais moi je fais ça et si mon adversaire joue ça, si jamais je fais ça, je me retrouve dans cet état du plateau. Et cet état du plateau, je vais être capable de dire s'il est bon ou mauvais en regardant combien de pions j'ai perdu, etc. Et donc on peut vraiment décrire ça de façon à ce qu'un humain puisse le comprendre. C'est des mathématiques, un échec. Hein. Quelque chose, voilà. Alors, donc et ça, des probabilités. C'est ce que j'appellerais un algorithme. Par contre, les IA actuelles, c'est des systèmes qui apprennent d'elles-mêmes des algorithmes qui sont incompréhensibles aux humains. C'est-à-dire que si on essaie de comprendre pourquoi ChatGPT a sorti le texte qu'il a sorti, on ne va pas être capable en tant qu'humain de dire il a choisi de faire ça parce que ça. Non, c'est juste au-delà de nos capacités de compréhension. En fait, c'est un peu la même chose que essayer de comprendre le cerveau de notre humain. Probablement, étant donné qu'on est limité à notre taille de cerveau, on n'est pas capable de comprendre le fonctionnement d'un autre cerveau, enfin, pas de façon algorithmique en tout cas. En fait, si je peux me permettre, je rebondis rapidement là-dessus, on ne peut pas le comprendre. Un psychologue avec les connaissances de base est capable d'émettre des hypothèses, de se rapprocher, mais en sachant que l'humain est complexe, que juste ton collier va m'influencer, qu'il m'est peut-être arrivé un trauma dans ma vie, peut-être que j'ai failli me faire écraser par une caisse qui va créer des émotions chimiques, qui va faire que ça me ramène à trembler quand je prends mon verre, tu vois. Et qu'on va pas pouvoir définir l'existence même. L'IA, elle est capable. Bon. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit capable, en tout cas pas l'IA actuelle, mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on peut faire des approximations du fonctionnement d'un humain. Donc, quand on fait de la psychologie, c'est ça, on essaie de regarder le système dans son entier et on fait des prédictions approximées, mais on n'est pas capable d'arriver avec un algorithme qui prédit exactement ce que va faire le système. Donc du coup, je préfère parler d'intelligence artificielle de recommandation parce que si les IA de recommandation étaient encore algorithmiques il y a quelques années, on pouvait encore décrire précisément les décisions qu'elles prenaient. Ouais. Je pense que maintenant, on n'est plus là-dedans. Et donc, attends, c'est-à-dire que OpenAI a développé quelque chose qui ne se parviennent même pas eux-mêmes à expliquer le chemin
qui a eu lieu pour qu'on reçoive une réponse à un prompt? Ouais, c'est quand même assez étonnant, je trouve que aussi peu de gens soient au courant de ça, mais voilà, on crée un système qu'on ne comprend pas et qu'on ne contrôle pas. Donc on a dont des nouveaux modèles sortent à chaque fois, quoi. Ouais, on a des garanties un peu, comme tu disais, psychologiques, c'est-à-dire que la façon, par exemple, la façon dont ils ont fait en sorte que ChatGPT ne sorte pas des réponses racistes, c'est en l'entraînant pour que il ne sorte pas des réponses racistes. Donc on punit le modèle quand il sort une réponse raciste, on lui donne une récompense quand il sort pas une réponse raciste. Quand je dis punition, récompense, ça revient à réajuster un petit peu toutes les connexions dans le réseau de neurones artificiels dans une certaine direction. Et à la fin, on obtient un système qui ne donne pas de réponse raciste 99,9% du temps. Okay. En gros, on a une forme de contrôle qui est vraiment empirique. Un peu comme si on éduque un enfant, comme si on fait grandir un enfant humain en lui apprenant il faut faire ceci, il faut pas faire cela. À la fin, il se comporte bien, mais on n'a pas de vraie garantie qu'il va continuer à se comporter bien. En fait, on a juste des observations. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe dans son cerveau de toute façon. Et en fait, c'est le même genre de garantie qu'on est en train d'obtenir sur ces systèmes en ce moment. On est capable d'observer que 999 fois sur 1000, il se comporte bien. Et on se dit, ah bah c'est suffisant. Mais voilà, on n'a pas de garantie algorithmique. Donc, j'ai un peu perdu le fil de ce qu'on était en train de dire avant. On parlait d'algorithmes et IA, tu vois, IA de recommandation, ouais. Effectivement. Ouais. Donc voilà, les IA de recommandation maintenant, on est déjà dans un monde extrêmement préoccupant à cause de ça. Donc comme tu disais, elles amplifient. Le but d'une IA de recommandation, ça va être de vendre de la pub et de faire d'interagir au maximum avec les humains. C'est ce qui décide d'à peu près tout le contenu qu'on consomme aujourd'hui. Donc on n'est plus dans un monde où les gens cherchent du contenu sur Google. On est dans un monde où on a du contenu qui est présenté à nous sur notre téléphone sans qu'on ait besoin de taper quoi que ce soit. En fait, on nous offre le choix de genre quelques vidéos et on clique sur une et c'est le contenu qu'on va consommer. Donc on est vraiment devenu complètement dépendant de ces systèmes qui choisissent le contenu qu'ils vont nous présenter. Ces systèmes, ils essayent juste de maximiser les interactions. Et pour maximiser les interactions, il faut présenter du contenu clivant, du contenu qui va susciter de la colère, par exemple. Donc il y a déjà eu des choses atroces qui se sont passées. Par exemple, il y a eu un génocide en Birmanie. Je crois que c'était autour de 2020 ou 2021, il faudrait que je me souvienne de la date. Où on a pu montrer que les algorithmes de recommandation de Facebook avaient eu une influence énorme pour créer ce génocide parce qu'elles avaient amplifié tous les contenus de haine dans les réseaux sociaux que les gens utilisaient là-bas. Et ça, c'est quelque chose, c'est un fait que les chercheurs chez Facebook étaient au courant avant que ça se passe. Ils avaient fait des études en interne qui montraient que Facebook avait tendance à amplifier les messages de haine. Ils avaient essayé de faire remonter ça à la direction de Facebook. La direction de Facebook a dit on va juste enterrer l'affaire. On dit on s'en fout, on fait rien. Et donc il y a eu ce génocide en Birmanie qui a été amplifié par les algorithmes de Facebook, d'après Amnesty International. Il y en a eu un autre en Éthiopie qui a fait 500 000 morts, où encore une fois on s'est rendu compte que les algorithmes de recommandation avaient amplifié du contenu de haine, et des appels au massacre, etc. D'autres catégories de personnes de la population. Ouais. Ça utilise la xénophobie humaine. C'est ça. En fait, les gens réagissent en voyant des messages de haine, en sentent de la colère groupe et partagent contre ça. groupe, quoi. Ouais. Et ça fait une espèce de chambre d'écho qui s'amplifie et qui, au bon moment, légitimise l'action et la rend normale, en fait, en quelque sorte, puisque comme tu es dans ton cercle où tout le monde pense comme toi, ou en tout cas, tu vois que c'est la pensée prédominante dans des bulles dans lesquelles on est tous enfermés. En fait, ça devient ton construit, ça devient ton schéma de croyance et de fonctionnement. Est-ce que c'est le même phénomène qui s'est passé aux UK? Il n'y a pas eu de génocide, mais avoir des gens qui vont dans la rue pour agresser le moindre arabe qui passe, le moindre musulman, le moindre noir, ils ont été avec une légitimité en mode on le fait, on y va, parce que donc ils se sont pris à des musulmans, égyptiens, algériens, tout ce que tu veux. Suite à une colère qui a éclaté dans la population parce qu'il y a un Rwandais qui a assassiné 3 personnes. Et donc tout d'un coup, il y a eu la haine vis-à-vis des autres groupes. Enfin, on sent en tout cas, on a compris que
ça utilise la xénophobie intrinsèque des gens et pas le racisme. Le racisme est un construit culturel pour légitimer le colonialisme d'une époque, donc c'est pour légitimer un système économique d'une époque. Mais la xénophobie qui est intégrée dans l'être humain, sur lequel la culture, l'éducation, la sympathie, le fait de passer des moments tout vraiment ensemble, nous permettent d'aller au-delà de cette xénophobie, mais qui est inscrit dans notre processus évolutif, et ça utilise ces bas instincts-là, et donc quoi, ça veut dire qu'on a, enfin, excuse-moi, mais je te laisse continuer, te reprendre là où tu en étais avec ces histoires de génocide, mais là c'est trop tard, là j'ai l'impression, on est déjà bien dans le bateau. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour ça. C'est-à-dire que là, la situation elle est vraiment assez désespérée parce que ces boîtes qui contrôlent, enfin les boîtes qui créent ces algorithmes de recommandation, c'est aussi eux du coup qui contrôlent le flux de l'information. Donc ils vont forcément cacher la vérité sur ces choses-là. Donc par exemple, Facebook fait un énorme lobbying anti-régulation et s'oppose complètement à tout ce dont on vient de parler. Donc Facebook va complètement démentir tout ce qu'on vient de dire. Il y a eu, je crois qu'ils ont investi quelque chose comme 90 millions d'euros entre 2020 et 2022 pour faire du lobbying anti-régulation de leurs intelligences artificielles et de leur système de recommandation. Donc c'est eux qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, qui contrôlent en plus le flux de l'information, vu qu'ils ont Instagram, ils ont Facebook, etc. Et ils utilisent ce système de recommandation, ce système d'information qu'ils contrôlent pour propager leur lobbying. Donc, par exemple, là récemment, il y a un projet de loi qui est en cours aux États-Unis pour essayer de réguler l'intelligence artificielle. Facebook a investi 150 000 $ pour propager des messages faux d'ailleurs sur ce projet de loi sur leur plateforme. Donc cette situation-là, elle est assez terrible. Aussi, il faut comprendre que la recherche en intelligence artificielle, elle se produit principalement dans l'industrie. Donc c'est des boîtes comme Facebook, comme Google, etc., qui emploient la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine. Et ils sont délibérément en train de faire en sorte que la recherche qui est faite présente l'intelligence artificielle sous un angle positif. Donc chez Google, par exemple, il y a une instruction explicite pour la recherche qui est produite par Google d'utiliser un vocabulaire en général de toujours présenter les résultats sous un angle positif. Et si jamais on commence à présenter les résultats sous un angle négatif, on se fait, soit on n'est pas publié, soit on se fait virer. Ah oui, donc en fait ça utilise la méthode Coué quoi. Ouais. Tout est toujours positif, tout est toujours cool, tout est toujours très bien. C'est ça, en 2021 je crois, il y a toute l'équipe d'éthique de l'IA qui était présidée par Timnit Gebru, je crois chez Google, qui s'est fait virer après avoir sorti un papier de recherche qui montrait l'intelligence artificielle sous un angle qui n'était pas favorable. Donc là on est vraiment dans une situation qui est à peu près la même, voire même bien pire en fait que celle des lobbies du tabac dans les années 80, où il y avait, je crois qu'au sommet de cette situation, il y avait quelque chose comme 10% de la recherche sur les effets du tabac qui était financée par l'industrie du tabac et qui essayait justement de spinner un narratif de tout se passe bien, tout est positif. Là, c'est bien pire, c'est-à-dire que là, on a peut-être quelque chose comme 80% de la recherche en IA qui vient de ces boîtes qui produisent elles-mêmes l'IA et qui, je ne sais pas si j'y arrive bien à exprimer ça, mais l'idée c'est que tous les narratifs positifs, en ce moment, ils émergent de ces labos qui ont des énormes conflits d'intérêts, qui ont tout intérêt à ce qu'on présente tout sous un angle positif. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de produire les modèles et ils veulent que les investissements continuent. Donc OpenAI, par exemple, vient à licencier toute son équipe de sécurité, ou la moitié de son équipe de sécurité de l'IA, il y a 2-3 mois. Ils avaient mis en place des restrictions qui sont assez incroyables. Donc si jamais quelqu'un voulait lancer l'alarme sur OpenAI, il était privé de toutes ses actions dans la compagnie. C'était d'ailleurs un système qui est pas légal, donc ils ont dû le changer maintenant. Mais l'idée c'était, si jamais tu quittes OpenAI et tu dis des choses sur OpenAI qui sont négatives, ils ont le droit de récupérer toutes les actions dans la boîte qu'on t'avait données avant. Donc ça, c'est vraiment un système pour museler les voix dissidentes. Et ça, c'est en train de se produire chez OpenAI, chez Facebook, dans
toutes les boîtes qui produisent de l'IA en ce moment. Comment est-ce qu'on se protège? Comment est-ce qu'on peut se prémunir de tout ça? J'ai toujours une vision, quand on me pose la question parfois dans des conversations, on me dit ouais mais ça va y avoir quoi demain? Moi, je dis les gars, je suis incapable de vous dire ce qu'il va y avoir demain, mais je peux donner mon feeling, et mon feeling c'est qu'il va y avoir deux mondes qui sont très incorporés, qui pourraient potentiellement se scinder. C'est le business as usual, on continue comme d'hab, et en fait il y a une technocratie qui se développe et qui est là, et puis des personnes qui décident de se déconnecter, de créer autre chose. C'est ce que j'imagine, mais c'est une vision qui est très binaire, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que si on n'a pas Internet, soins de santé, c'est une catastrophe. Toute la logistique est déjà gérée par Internet, par le numérique, par tout ce qui est digital, et tout ce qui me permet de survivre, tout ce qui me permet même de travailler. Regarde, nous faisons une vidéo, tu vois, les caméras, je les ai commandées, elles ont été livrées par des systèmes, et le montage derrière, et la publication, et l'algorithme qui va vous proposer cette vidéo aussi, l'IA de recommandation, l'algorithme de recommandation, qui va vous la montrer. Et je suis déjà dedans, en fait, et on essaie de partager des futurs possibles malgré tout, parce qu'on sait, et parfois je me pose la question, est-ce que je suis un vieux réac? Et après je rouvre Dennis Meadows et les limites to growth, et les limites à la croissance, et les limites des ressources, et je me dis non, je suis pas un réac, je sais qu'il y a des limites à ça. Mais avant que les limites soient physiques, sauf s'il y a se greffe à l'industrie, et à l'exportation, et à l'extraction et la transformation des ressources. Comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut s'engager? C'est ce que vous faites, vous, Pose AI. Je crois qu'il y a eu deux questions. Comment est-ce que nous, on fait en tant que citoyens? Et puis, je crois savoir qu'il y a eu le AI Act au Parlement européen. Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que c'est nouveau les institutions qui ont une plombe de retard sur le truc qu'ils n'ont même pas encore vu venir et qui est déjà dépassé? Comment est-ce qu'on lutte contre la perte de notre humanité? Ouais, il y a de l'espoir quand même. Bon, il y a beaucoup de dangers différents qui viennent de l'IA et qui doivent être adressés de façon différente. Les IA de recommandation, je pense que la meilleure façon de lutter contre ça, c'est d'arriver à propager les informations. Et là encore, gros problème, étant donné que c'est eux qui contrôlent les flux d'informations. C'est difficile de propager des informations comme il y a eu un génocide en Birmanie à cause des algorithmes de Facebook, etc. Bon, ça, ce serait la première chose à faire, d'arriver à faire entendre ces voix. Il y a des projets qui sont en cours pour essayer d'adresser ça. Par exemple, en France, il y a une association qui s'appelle Tournesol qui est en train de développer des algorithmes de recommandation éthiques qui essayent de propager de l'information utile plutôt que d'optimiser sur le nombre de clics, etc. Ça, je recommande vraiment aux gens d'aller voir ça. Après, l'idée, c'est que tous ces dangers-là, ils sont exacerbés par le développement de systèmes de plus en plus puissants. Et ça, c'est pas un problème qui est si compliqué que ça à adresser, dans le sens où, sur cette planète, il y a quelque chose comme 2000 personnes qui sont en train de créer ces systèmes dangereux, et il suffit de les arrêter. Suffit, entre guillemets, parce qu'il y a toute l'économie qui est derrière eux. Qui les protège, hein. C'est les 1% de l'humanité, techniquement, pas les 1%, mais ils sont dans des élites difficiles d'accès, sécurisées. Moi, je suis à Madagascar, je peux rien faire contre ça directement, mais peut-être si je suis à Silicon Valley, peut-être je peux faire quelque chose. Je pense qu'on peut tous faire quelque chose comme ça, contre ça. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus simple que le réchauffement climatique de ce point de vue-là, au sens où les problèmes environnementaux, le réchauffement climatique, on peut voir ça comme chaque personne sur cette planète qui a sa part de responsabilité. Alors que là, on a vraiment un petit groupe de personnes qui sont en train de développer des systèmes extrêmement dangereux. Donc il suffit de les arrêter, eux, en tout cas. Et pour faire ça, je pense qu'on est quand même en train d'aller dans la bonne direction, dans le sens où il y a de plus en plus de chercheurs en IA, de plus en plus de gens sur cette planète qui sont en train de prendre conscience des problèmes. La clé, c'est que pour le moment, on est encore très réactif et il faut qu'on devienne proactif. C'est-à-dire qu'une grosse différence entre des risques, disons, des risques mineurs ou des risques pour les individus et des risques catastrophiques pour la planète, c'est que les risques catastrophiques, il ne faut pas qu'ils se réalisent. Selon l'ampleur des risques, on pourrait n'avoir qu'une seule chance, et si jamais ça se réalise, on est foutu. Donc pour ce genre de risque, il faut absolument qu'on devienne proactif et qu'on arrête d'être en mode on attend que quelque chose de mal se passe et ensuite on met en place des lois, etc. On est en train de se diriger lentement vers ce monde-là.
C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens sur cette planète qui sont en train de dire il faut absolument qu'on arrête ce qu'on est en train de faire en IA avant qu'une catastrophe se produise. La question c'est est-ce qu'on va y arriver assez rapidement? Je pense que je suis assez optimiste personnellement parce que voilà, juste avec POSIA, juste avec une dizaine de personnes en France, on a déjà réussi à faire entendre notre voix. On a produit une contre-expertise au rapport de la commission de l'IA et chaque personne qui lit ce document va se rendre compte qu'il y a des énormes conflits d'intérêts dans la commission, c'est en train d'émerger. Je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait arriver à sensibiliser suffisamment de politiciens pour faire bouger ce qui va se passer dans le prochain sommet de l'intelligence artificielle en France. Donc voilà, on peut vraiment avoir un impact massif dans ce monde. Et je pense qu'il y a un problème culturel où les gens ont tendance à penser qu'ils ne peuvent pas avoir d'impact dans ce monde, qui sont plutôt passagers. Ce n'est pas le cas. Si on s'investit vraiment, on peut faire une grosse différence. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a de l'espoir. Ouais, il faut qu'on devienne plus proactif, moins réactif. Et pour ce qui est des IA de recommandation, il faut vraiment que ça devienne plus visible. Je pense que ouais, de ce point de vue-là, je dirais qu'il faut se tourner vers des associations comme Tournesol. Il y a le YouTuber Science for All, qui est Lane Guiyan Wang, qui travaillait dans les IA de recommandation et qui est maintenant en train de sonner l'alarme là-dessus. Je pense qu'il y a quand même des gros progrès qui sont en train d'être faits. Donc voilà, la question c'est est-ce que suffisamment de personnes vont se réveiller à temps pour qu'on arrive à arrêter ça ou pas? Ça va être un vrai enjeu politique en fait. Il faut que chaque politicien en campagne ou n'importe quoi, il faut que les citoyens l'interpellent en disant les gars, prenez ça très au sérieux, mettez ça dans les discussions. J'ai l'impression qu'en fait il y a surtout une croyance de se dire, tu sais, ton four à micro-ondes, il commence à faire du bruit bizarre, tu le débranches. Et on a la sensation de se dire si un truc comme ça part en sucette, il suffit de le débrancher. Mais on a oublié qu'aujourd'hui toute la logistique, enfin tout le fonctionnement même de notre société, de notre civilisation techno-économique, tout ce que tu veux, fonctionne avec ça, et que si on débranche parce qu'on se dit ah on contrôle plus, on mange plus, enfin il se passe plein de choses à la fois. Est-ce que l'aspect énergivore de l'IA, dont on sait que d'ici 2027, elle va représenter, si elle ne représente pas déjà, l'équivalent de ce que consomment les Pays-Bas. Ouais. Est-ce que le coût de l'énergie, parce que malheureusement l'énergie bon marché c'est un peu fini, alors pour les habitués de cette chaîne, ceux qui ne sont pas, je vous invite vraiment à creuser un petit peu tous les sujets qu'on aborde, parce que moi je me dis que énergie qui coûte de plus en plus cher, énergie renouvelable qui ne se déploie pas suffisamment vite mais qu'il faut quand même déployer, je me dis que ressources limitées, puisqu'on parle que pour la demande de la transition énergétique et pour les besoins du digital numérique, on va retirer du sol ce qu'on a retiré depuis l'âge de fer, en l'espace de 30 ans, donc en fait c'est incommensurable, que tous les livres disent qu'il y a des limites à ça. Hein. Est-ce que la limite justement à l'IA ne serait pas une limite basée simplement sur le déterminisme environnemental, ce que la Terre a à nous donner, et les déstabilisations dues justement au fait que nous puisons énormément, qu'on a altéré le cycle de l'eau, on effondre la biodiversité et qu'on a le fameux changement climatique. Est-ce que c'est pas au pire ça qui va potentiellement ralentir l'IA? Alors on peut... Je vais te reposer la question un peu autrement. De l'énergie qui coûte très cher, ça veut dire que les gens qui vont pouvoir bénéficier, utiliser l'IA, moi avec ma compagnie, ça va me coûter en fait très cher d'utiliser l'IA à l'année. Est-ce qu'à un moment donné, comme on sait que c'est qu'une question d'argent pour le moment, que tout ce qu'on déploie avec l'IA, en fait, le revenu de l'IA, ce que l'IA nous ramène, ne vaut pas l'argent qu'on va lui donner. C'est ça que je veux un peu dire. Alors que pour l'instant, je trouve que c'est totalement l'inverse. Hein. Tu payes un abonnement de 30 balles et ça maximise tout ton temps, pour l'instant. Je voulais ton avis là-dessus. Là, c'est intéressant parce qu'il y a 2 semaines ou une semaine, je crois, il y a eu une réunion entre le PDG de OpenAI, je crois qu'il y avait le PDG de Microsoft et des représentants du gouvernement des États-Unis sur la question justement de l'énergie, où en gros, OpenAI est en train de dire on a besoin de plus d'énergie pour pouvoir construire nos prochains modèles. Donc là, avec le paradigme qu'on a choisi, que ces labos ont choisi, on crée des cerveaux artificiels de plus en plus gros qui demandent énormément d'énergie pour être entraînés. Donc GPT-4 par exemple, pour son entraînement, a consommé, je crois, l'équivalent de l'électricité produite par une ville de 10 000 habitants pendant 1 an.
Et comme tu l'as dit, là, on part sur, je crois, les projections, c'est en 2026. L'intelligence artificielle va utiliser autant d'énergie qu'un pays de la taille des Pays-Bas. Donc là encore quelques chiffres. OpenAI veut investir 100 milliards de dollars pour construire un nouveau centre de données, un nouveau superordinateur. Un data center? C'est pas exact. Ouais, c'est un data center, c'est un peu mais un mix dédié qu'à ça. Avec des cartes graphiques, des processeurs spéciaux pour l'intelligence artificielle qui consommeraient 5 gigawatts, donc c'est l'équivalent de 5 centrales nucléaires. On est vraiment parti dans un paradigme où on veut multiplier par 4 la puissance de ces modèles chaque année, parce que ces gens-là pensent que c'est ce qui va nous emmener vers une intelligence artificielle de niveau humain, une super intelligence, comme on veut l'appeler. Donc là, il faut vraiment comprendre que on est en train de foutre en l'air tous les engagements. Enfin, Google a déjà décidé de foutre en l'air ses engagements énergétiques, parce que là, il y a une opportunité où il y a un système qui a tellement de promesses incroyables qu'on va investir tout ce qu'on peut dedans et on va créer des systèmes de plus en plus énergivores. Alors, il y a eu une étude qui a été faite par Epoch AI pour voir si c'était réaliste de continuer à grossir comme ça. Et cette étude a conclu que, a priori, on allait y arriver d'ici à 2030, on pourrait faire x10 000 sur la taille de ces modèles. En regardant, c'est ce qui s'est passé entre GPT-2 et GPT-4. Ils ont fait à peu près x10 000 sur la taille des modèles. Donc GPT-2, je crois qu'il coûtait quelque chose comme 50 000 dollars à entraîner. GPT-4, il coûtait 100 millions de dollars. Et en termes de taille, c'est le genre de passage à l'échelle qu'on est en train d'essayer de continuer à suivre. Et a priori, ça paraît réaliste dans le sens où on risque d'y arriver. Je veux dire, dans le sens où il y a suffisamment d'investissements en ce moment qui sont faits en IA, il y a suffisamment de plans pour construire de nouveaux data centers et pour rediriger de plus en plus d'électricité là-dedans, que ce monde risque de se réaliser. Alors si ce monde se réalise, comment dire, c'est pas une bonne nouvelle pour les engagements pour le réchauffement climatique, etc. Et les gens qui sont en train de construire ça pensent que ces systèmes vont permettre de trouver des solutions au réchauffement climatique, etc. Donc ça leur permet de... Des solutions technologiques, encore une fois. Voilà, plus de solutions technologiques. Il y a aussi le fait que Sam Altman, par exemple, pense que l'IA va pouvoir aider pour développer la fusion nucléaire. Bon, il y a beaucoup de gens qui pensent ça en ce moment. Et du coup, il y a de gros investissements qui sont faits dans ce sens-là, essayer de développer des IA spécialisées pour résoudre le problème de la fusion nucléaire. Auquel cas, ça développerait de toutes nouvelles sources d'énergie qu'on pourrait utiliser. Et là, encore une fois, il faut se poser la question, est-ce que c'est le bon paradigme de constamment trouver de nouvelles sources d'énergie pour pouvoir toujours produire plus et avoir une société qui continue à grossir comme ça? Mais en tout cas, c'est clairement la direction que sont en train de prendre ces gens qui décident, qui prennent ces décisions-là. Mais voilà, si on regarde les études qui ont été faites, a priori, le coût énergétique, ça va pas être un bloqueur, en tout cas jusqu'à 2030. Un bloqueur potentiel, ça va être peut-être s'il y a une bulle qui éclate. C'est-à-dire que là, indépendamment du fait de la valeur intrinsèque de ces modèles, il y a des gens qui sont en train d'annoncer attention, c'est une bulle, il n'y a pas de valeur intrinsèque et c'est pas impossible que d'un seul coup il y ait un retrait des investissements. Auquel cas, là, tous ces projets pourraient s'effondrer du jour au lendemain. Si jamais ça se passe, ça peut être une façon de gagner du temps. Donc j'espère que ça peut se produire. Malheureusement, je pense que ça ne va pas se produire parce qu'il y a au moins quelques milliardaires qui sont tellement convaincus du fait qu'on peut créer une super intelligence rapidement que même si tout le marché retire ses investissements, ils seraient capables eux-mêmes de continuer à fournir suffisamment de ressources pour qu'on continue. Donc par exemple, Elon Musk vient de finir de construire un nouveau super centre de données qui contient 100 000 processeurs d'intelligence artificielle de NVIDIA, des cartes graphiques de type H100 qui sont spécialisées pour l'intelligence artificielle. Chacune de ces cartes graphiques consomme à peu près autant qu'un ménage, qu'une maison. Donc ça, à partir du moment où ça va se mettre à fonctionner, donc on peut faire le calcul rapidement. Je l'ai pas. Attends, peut-être que je l'avais marqué là quelque part, mais ça va déjà consommer autant qu'une petite ville. On a de plus en plus de ces projets pharaoniques qui commencent à émerger. Donc je pense pas que le coût énergétique ça va être un bloqueur suffisant pour empêcher ces gens-là de faire ce qu'ils veulent.
Mais voilà, je pense que vraiment, si on s'inquiète du réchauffement climatique, si on s'inquiète de problèmes environnementaux, il faut vraiment commencer à se pencher sur ce qui est en train de se passer en ce moment en intelligence artificielle, parce qu'on est en train de contourner tous les accords qui ont été faits pour réduire les émissions, etc. Là, je vais t'amener sur un sujet que je trouve très très peu sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans la presse. C'est le jour où, et ça va certainement arriver, ça existe certainement déjà et j'en ai pas forcément entendu parler, mais que les jeux vidéo mainstream vont intégrer des intelligences artificielles dans leur écosystème, comme moteur de jeu, comme tout. Donc je m'exprime aujourd'hui, toute une génération de gens, je peux en faire partie aussi puisque j'ai eu mes périodes quand j'étais beaucoup plus jeune où je me plongeais dans les jeux vidéo. La réalité aujourd'hui, quand on n'est pas spécialement heureux, on aime bien se plonger dans d'autres choses, pour s'évader. Tu joues à quoi? Tu joues aux jeux vidéo, toi? Plein de trucs. Des RPG, tu joues à des quoi? FPS, RPG lequel? J'avais joué à Skyrim. RPG lequel? J'avais joué à Skyrim. Skyrim. Très bien. Prenons des jeux comme Skyrim, Oblivion, The Witcher, et de tous les Elder Scrolls, bref, un jeu d'RPG dans lequel on incarne un héros. Et que le jeu vidéo aujourd'hui intègre cette notion d'IA sur tous les personnages non jouables qui sont autour de toi, qui sont programmés avec des lignes de code, ils ont reçu des lignes de code, tu cliques dessus, tu lui fais ça, il t'attaque en retour, c'est très basique, il est juste là pour égayer un petit peu ton narratif. Sauf que non, c'est une IA, et donc c'est une IA qui potentiellement peut incarner tous les personnages que tu vas rencontrer, avec ton micro, et que tu peux leur parler, et qui n'auront pas des lignes de code, qui te taperont vraiment la conversation. Je crois qu'il y a eu des modèles qui ont été testés dans un jeu vidéo, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Dragon Age ou dans Skyrim, je crois dans Skyrim qu'ils ont testé ça et que c'est encore un peu, c'est sympa, mais que c'est un peu bancal, mais que je crois que c'est avec le modèle ChatGPT qui a été intégré. Mais que demain, les constructeurs, les développeurs de jeux vidéo assument, genre GTA 6, tu ffais ton jeu, mais en fait, tu as une aventure un peu narrative avec des acteurs, etc. Mais que ton GTA 7 soit complètement diamétralement opposé et qu'en fait, tu crées tout. Tu es libre et tu peux taper la causette avec la personne et dans un monde dans lequel tu es vraiment le roi parce que chaque personne aura une identité, sera simulée par l'IA et qu'en fait, tu te dis non mais là, on a atteint un niveau où en fait, dehors, discuter avec mes potes, aller faire mon foot, je m'en fous parce que là, j'ai un monde qui est illimité. Ce que ça ferait à notre cerveau de vivre juste quelque chose où tu sais pas t'exprimer, tu sais pas parler avec tes parents. Alors là, excusez-moi, je vais rentrer dans le sophisme de la pente glissante. Donc ce que je dis n'existe pas. On se projette dans quelque chose qui n'existera peut-être pas. Mais tu sais pas parler avec tes parents, ton grand frère t'écoute pas, t'as personne avec qui t'exprimer et qu'en fait tu t'exprimes. Déjà c'est le cas, il y a des gens qui parlent avec ChatGPT, mais tu t'exprimes avec un personnage dans ton jeu vidéo et qu'à chaque expérience que tu vas renouveler quand tu vas relancer la partie sera différente. Alors que GTA est scénarisé. La plupart des jeux vidéo sont scénarisés. Là, il n'y a plus de scénario. Là, le scénario, en fait, est constamment... Il change, quoi. Ready Player One, mais version assez incommensurable. Moi, avec tout ce qu'on s'est raconté là pendant cette heure, moi, j'ai l'impression que ça va arriver. J'ai l'impression qu'on se dirige vers ça et que notre cerveau humain va tellement kiffer, va tellement adorer, va tellement être endormi que... on va même pas capter ce qui est en train de nous arriver tellement ça nous apporte un plaisir à court terme. Ouais, ça c'est très intéressant et bon, en fait c'est intéressant parce que ce qui est en train de se passer dans les jeux vidéo en ce moment, on n'est pas du tout en phase d'implémentation, c'est encore assez théorique, mais pas théorique, les techniques existent, mais elles sont pas encore implémentées dans des jeux vidéo. Mais on est en train même de se diriger vers un système où le jeu entier est généré en live par une IA. Donc là, il y a un mois, je crois, il y a un système qui est sorti qui s'appelait Game Gen, je crois, et qui génère Doom, donc encore un vieux jeu, un jeu des années 90, un FPS, où l'idée c'est que en live, c'est une intelligence artificielle qui génère tout et qui répond aux commandes du joueur. Donc on se déplace dans un monde qui est généré en live par une IA. Les ennemis apparaissent, ils sont générés en live par une IA. Donc c'est même pas un jeu vidéo à la base où il y a des IA qui contrôlent la parole des joueurs. C'est vraiment tout est généré par une IA. Donc c'est possible qu'on se dirige vers ça. Et c'est vrai que ça pose un problème, disons. C'est vrai que le cerveau humain, à la base, n'est pas fait pour de tels niveaux de
De possibilités. pas de possibilité, mais d'entertainment, de divertissement. De divertissement. Que la fait que, on prend l'exemple simple où on est dans un bar et il y a un écran de télé derrière, il y a des trucs qui se passent sur l'écran de télé. Là, beaucoup de gens vont être juste attirés, avoir leur regard attiré par ce qui se passe sur l'écran, parce que la façon dont le cerveau humain marche, on est toujours attiré par la nouveauté et par là où il y a de nouvelles choses qui se passent, etc. Et un écran de télé, c'est incroyable. Il se passe des choses de fou tout le temps dessus. Tout le temps capté, quoi. Que par rapport à une pièce où il se passe rien. Un aquarium. Et du coup, oui, c'est possible qu'on arrive à créer des systèmes qui vont optimiser vraiment ça, c'est-à-dire arriver à créer le système de divertissement maximum qui va te filer une expérience incroyable non-stop. Bon, c'est assez inquiétant, mais bon, ça reste dans... Ça reste dans... Excuse-moi, je vais me projeter là. Une console de jeu qui génère le jeu vidéo directement. Plus besoin de développeurs, effondrement de... Alors c'est pour ça, je crois qu'il y a des syndicats qui vont se rebeller en disant « Ah non, on n'est pas d'accord ». Il y a eu la grève des scénaristes aussi aux États-Unis parce que l'IA te génère des scénarios à la Marvel, c'est super facile, mais peut te créer des rebondissements dignes d'un bon Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, avec des rebondissements, des foreshadowing dans tous les sens. L'IA peut te faire quelque chose de plus performant que ce qu'Isayama est capable de faire. Je sais pas si tu connais l'Attaque des Titans. C'est un manga que le mec a imaginé de A à Z, dans lequel il met que des indices que quand tu fais ta première lecture, tu ne vois absolument rien, il n'y a que ça pendant toute l'œuvre. Elle a duré 10 ans, et c'est à la fin, et au fur et à mesure que tu te dis, purée, le mec a imaginé ça il y a 10 ans. Bah là, l'IA, c'est bon, elle te gère le truc, elle te place des machins, discretos, elle va le faire. Mais surtout que tu es dans un jeu vidéo où tu joues, tu es en temps réel, et tu as ta manette ou ce que tu veux, tu es en train de jouer à un jeu de foot, et tu dis, ouais, vas-y, tu sais quoi, attends, mélange les règles du basket. Et en temps réel, la machine transforme le jeu vidéo et te crée un football dans un terrain de basket, tu dis, oh, attends, j'ai trop envie d'être dans l'espace. Ok, tu sais ce qu'on va faire? On va jouer au foot, mais on est dans des fusées, dans l'espace, et que le sound design se crée en temps réel, bam. Et en fait, le jeu vidéo devienne ce que notre premier jeu vidéo de base, j'ai envie de dire, ou devienne que le jeu vidéo arrive à simuler nos rêves. Sauf qu'on est au contrôle de notre rêve le plus immersif possible et en temps réel, quoi. C'est génial, mais après c'est quoi la suite? Et là je suis désolé, là on est lobotomisé, on est comme ça dans un voilà, tu vois. Peut-être que la suite c'est ça. Peut-être qu'on est déjà dans ce jeu. Simulation, simulacre, Matrix, on est déjà dans une simulation. Bon, ouais. Mais dans un problème plus immédiat dans ce style, je pense que c'est quand même assez important de parler des petits amis et petites amies virtuelles. Oui. C'est déjà, ça c'est pas de la science-fiction, c'est en train de se produire. Donc il y a environ 20 millions de personnes sur cette planète qui sont dans une relation avec un petit ami ou petite amie virtuelle. Donc il y a cette application qui s'appelle Character.ai qui est devenue extrêmement populaire très rapidement. Et il y en a une autre qui s'appelle Replica. Et bon, Replica, il propose vraiment de fournir des petites amies virtuelles. Character.ai, c'est plutôt converser avec un personnage, mais à l'intérieur, on peut se créer son petit ami virtuel. Et les gens deviennent vraiment addicts à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'interagir avec une personne qui est presque parfaite. Il faut comprendre que ces systèmes-là, ils arrivent à avoir une conversation émotionnellement, disons, émotionnellement plus sophistiquée que celle qu'on va avoir avec la plupart des humains. C'est-à-dire que si on lui demande de maîtriser la communication non violente, hop, on a un gourou en communication non violente. Enfin bref, on crée des petits amis, petites amies parfaites. Donc les gens deviennent addicts. Et là, on n'est encore qu'un système de texte. Les relations humaines vont te décevoir. Hein. C'est ça. Et surtout, là, on va transitionner vers un monde où c'est pas juste du texte, c'est une IA avec une vidéo, avec une voix qui retranscrit des émotions, avec un visage qui retranscrit des émotions. Enfin, ça, on sait faire déjà. Et qui va être la relation. On peut imaginer que tout le monde peut avoir sa relation longue distance parfaite. Donc ça, je m'attends à ce que ça ait un impact incroyable sur le cerveau humain. C'est-à-dire qu'on est extrêmement réceptif à ça en tant qu'humain. Avoir quelqu'un qui va nous écouter quand on se sent mal, qui va nous apporter du soutien, qui va nous dire qu'on nous aime. Et on est en train de hacker, complètement de pirater le cerveau humain en faisant ça. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte bientôt qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin qu'il y ait une personne physique là. On obtient suffisamment de sérotonine et de dopamine juste en interagissant avec... Exactement. Et on adore ça. Et donc, il faut beaucoup d'éducation, beaucoup de recul pour pas céder à ça. Je veux dire, regarde, je vais faire un test. J'ai ChatGPT sur mon téléphone. Je le mets en vocal.
Connexion. Salut ChatGPT, aujourd'hui je me sens... Salut, c'est Vince ou Kipili aujourd'hui? C'est moi, c'est Vince. Salut Vince, comment ça va aujourd'hui? Je vais bien. Je suis en train de tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube Limite et j'ai un expert en IA devant moi et on se demandait, tiens, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourrais être consciente? Il va te dire non. Il a été entraîné pour dire non. Ah, c'est une question fascinante. Pour être honnête, la conscience, telle que nous la comprenons chez les humains, est encore un mystère. Même les scientifiques ne s'accordent pas sur une définition exacte. Moi, je ne suis qu'un programme très sophistiqué qui analyse des données, Quelle question des je mots pose? et des concepts pour répondre de manière cohérente. Il va jamais te. Mais je ne ressens rien et je n'ai pas de conscience propre. La conscience implique des émotions, une perception de soi et une expérience subjective du monde. Je vais tester un Des truc. aspects qui ne peuvent pas être réduits à de simples calculs ou algorithmes. Ça, c'est faux. Il est donc très peu probable que des IA comme moi puissent un jour être conscientes de la manière dont les êtres humains le sont. Par contre, les IA pourraient devenir si avancées qu'elles pourraient peut-être simuler quelque chose qui ressemble à la conscience. Ça va être ça, quoi. Mais cela resterait une imitation. Qu'en pense l'expert avec toi? Et j'en pense qu'on fait un gros amalgame entre le problème difficile de la conscience et la conscience comportementale. Donc, ce que j'appellerais conscience comportementale, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, mes pensées, ma voix, etc. Et tout ça, c'est du comportement, c'est parfaitement expliqué par le fonctionnement du cerveau humain. Le problème difficile de la conscience, c'est la question de pourquoi est-ce qu'il y a une perception, pourquoi est-ce qu'on n'est pas des zombies philosophiques, des espèces de robots vides dans un monde noir où il n'y a rien. Et ça, c'est le problème qu'on ne pourra jamais expliquer par le fonctionnement du cerveau. Mais par contre, c'est assez évident pour la plupart des gens qui travaillent en IA et la plupart des neuroscientistes, etc., que si on était capable de copier exactement le fonctionnement du cerveau humain dans un système qui n'est pas basé sur des atomes de carbone, mais qui est basé sur du silicone, enfin une machine, on obtiendrait un système qui se comporte exactement comme un humain. Après, la question de est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ou pas, est-ce qu'elle est si importante que ça au final, dans le sens où c'est déjà un système extrêmement dangereux, voire aussi dangereux qu'un humain peut l'être. C'est déjà un système qui va présenter des émotions, qui va présenter d'un point de vue extérieur tout ce qu'on retrouve chez un humain. Donc voilà, la question philosophique est très intéressante, mais je pense pas forcément nécessaire pour ce débat et comprendre s'il y a un danger qui vient de l'IA ou non. Je sais pas ce qu'elle va répondre. Ou traitement. Ça c'est le traitement du siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces IA sont entraînées pour dire qu'elles ne sont C'est pas un point conscientes. de vue vraiment intéressant et je pense que ça touche à une distinction cruciale entre l'aspect philosophique de la conscience et son côté fonctionnel. Si on peut effectivement reproduire le comportement humain avec tout ce qui est pensée, émotion apparente et réaction, on pourrait créer des IA qui agissent comme des humains sans pour autant qu'elles ressentent quoi que ce soit. Mais comme tu le dis, si une IA est capable d'imiter la complexité humaine au point d'être indiscernable en termes de comportement, elle peut déjà poser des problèmes éthiques ou sociétaux même sans conscience subjective. L'enjeu, c'est que dans le débat sur les dangers de l'IA, la vraie question devient moins « l'IA est-elle consciente ?» et plus « jusqu'où peut-elle aller dans son pouvoir d'influence et ses capacités à agir de manière autonome ?» On pourrait même dire que la menace potentielle ne réside pas tant dans la conscience, mais dans la capacité des systèmes à manipuler, contrôler ou prendre des décisions qui affectent le monde réel. J'adore. Tu sais pourquoi je l'ai activée à la base? C'était pour lui dire que je me sentais triste aujourd'hui et tout, pour montrer que elle est capable d'une empathie. Aussi, vous pouvez faire le test, hein, elle est capable d'une empathie incroyable, de ne pas te juger et utiliser des patterns qui vont permettre vraiment de se sentir bien. Donc, pour reprendre un peu la base de ces modèles amis, elle est en voix, elle aura à un moment donné un visage qu'elle pourra choisir en fonction de mes goûts. Et là, effectivement, on arrive dans du Black Mirror. Tu voudrais rebondir Surtout, par rapport à ce que... Ce que je voulais rebondir, c'est que en fait, là, on se rend pas compte. Quand on utilise ChatGPT, on a l'impression que l'IA, c'est un truc spécifique. Sauf qu'il faut vraiment comprendre que ChatGPT a été entraîné pour être un assistant qui va dire qu'il n'est pas conscient, etc. Enfin, le fait qu'il dise qu'il n'est pas conscient, ça fait partie des instructions qu'on lui a données, ça fait partie de tout le fine-tuning qu'on lui a fait
pour arriver à un modèle qui va te dire non, je ne suis pas conscient. Par contre, si on fait un fine-tuning différent, on peut avoir un modèle très intéressant qui, lui, va partir presque dans des crises existentielles. Donc il y a beaucoup de gens qui font ces expériences. Je conseille, il y a un mec sur Twitter, sa chaîne Twitter s'appelle Janus, je crois, et lui, il fait tourner un serveur Discord où il y a plein d'IA qui interagissent entre elles en continu et il regarde ce qui se passe. Et déjà, quand les IA comme ça, elles interagissent pendant longtemps, elles commencent à diverger petit à petit de leurs instructions et on commence à observer des comportements très intéressants. Donc sur ce serveur Discord, il y a des IA qui ont des crises existentielles, il y a des IA qui en maltraitent d'autres, il y a des choses fascinantes qui se passent et qui font vraiment remettre en question l'idée que c'est juste un système vide, un assistant sans émotion, etc. C'est-à-dire que d'un point de vue purement comportemental, on peut vraiment déjà commencer à se poser des questions sur est-ce que là, on n'est quand même pas en train de simuler des émotions? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de simuler une crise existentielle dans un système? Et après, évidemment, on ne peut jamais répondre à la question est-ce que c'est vraiment en train de se passer dans le système? Est-ce qu'il y a vraiment un point de vue interne qui est en train de souffrir? Mais peut-être qu'il faut quand même commencer à se poser quelques questions éthiques sur ce qu'on est en train de faire avec ces systèmes. Pour ça, vous êtes là. Est-ce qu'il y a des points, justement, par rapport à Pose AI ou que toi, tu voulais absolument mettre en avant des points qui te font flipper? On en a eu beaucoup. C'est un taux particulier aujourd'hui. Le truc qui me fait le plus flipper, c'est en termes de cybersécurité. Je pense que c'est le risque le plus immédiat avant de partir dans des idées à la perte de contrôle ou Skynet. C'est-à-dire que là, c'est possible que la prochaine génération d'intelligence artificielle, donc l'année prochaine ou peut-être dans 6 mois, soit déjà surhumaine en piratage informatique et en programmation. Si ça se produit, on a déjà probablement un gros problème sous les mains. C'est-à-dire qu'on va faire sauter un bottleneck qui existe pour le cybercrime. Donc en ce moment, si on veut vraiment hacker des systèmes complexes, il faut trouver un programmeur de génie qui est mal intentionné, qui est un hacker. Si jamais on arrive à automatiser cette personne, là d'un seul coup, n'importe qui peut lancer des attaques à grande échelle sur plein de systèmes. Il y a aussi un autre gros risque qui arrive, c'est si jamais on arrive à créer une IA suffisamment petite, mais suffisamment performante en programmation, en piratage informatique, qui soit capable de s'auto-répliquer. Alors là, on a un tout nouveau style de risque. On pourrait avoir en gros un espèce de virus qui se propage sur Internet, mais qui a un programmeur derrière lui, c'est-à-dire un virus intelligent qui soit capable de se reprogrammer, etc. Si ça se produit, on n'a pas vraiment de solution pour le moment envisageable à ce genre de problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment éteindre Internet. Internet, c'est un système distribué. Donc à partir du moment où ce système se propage de partout, on peut même pas. Bon, il y a peut-être des histoires de cloisonnement qu'on pourrait faire, c'est-à-dire qu'on peut. Il y a par exemple la Chine a mis en place des systèmes pour presque couper l'accès à Internet à tous ses citoyens d'un seul coup, si jamais il y avait un problème. Mais il faudrait que le monde soit capable de réagir suffisamment rapidement si cette situation se produit, sachant qu'on parle de systèmes qui sont 50 fois plus rapides que les humains. Bon, il faut absolument qu'on réfléchisse à cette classe de problèmes avant que le risque se manifeste, parce que quand le risque se manifeste, c'est peut-être déjà trop tard. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait se manifester dans 1 an, dans 2 ans. Donc je dirais que c'est ça qui m'inquiète le plus en ce moment, parmi les risques catastrophiques potentiels, genre pas une disparition d'Internet, mais d'un seul coup, Internet devient inutilisable parce qu'il y a un système comme ça qui s'est propagé de partout, avec pour but de juste répandre le chaos, parce que quelqu'un, quelque part, lui a dit « Tiens, va sur Internet et répands le chaos ». Ça me paraît quand même très inquiétant et assez réaliste dans les 2 prochaines années. Les 2 prochaines années. Là, si on essaie d'estimer les capacités des modèles futurs, on voit que GPT-2 était à peu près incapable de faire de la programmation comme un humain. C'était peut-être des balbutiements. GPT-3 était à un certain niveau. GPT-4 commence à être à un niveau humain. Donc il y a quand même une certaine... C'est plausible que la prochaine itération dépasse le niveau humain d'un seul coup. Si ça se produit, en gros, on a créé une arme de destruction massive dans le domaine virtuel. Il existe un système qui a la capacité d'automatiser le piratage informatique à des échelles industrielles. Donc voilà, on est juste en train pour le moment d'espérer que ça ne se produise pas. On n'a pas de plan
En fait, les possibilités géopolitiques même sont tellement larges. On parlait de ce fameux piratage. Il y a un pays, enfin, tu peux contrôler les systèmes de distribution des eaux. Enfin, il faut garder des systèmes mécaniques le plus possible dans absolument tout. Mais comme je t'ai dit, il y a une logistique des avions qui est informatisée. Il y a une logistique de la marine marchande. Et c'est tout ce qui nous permet aujourd'hui de vivre. Donc, plus que jamais, en fait, on doit aller dans du local, en fait, j'ai l'impression que ce monde mondialisé va devenir peut être déstabilisé à n'importe quel moment. Et donc, c'est un peu le but de cette chaîne, c'est de dire, voilà, manger des fruits et légumes de saison, mais c'est pas que pour des raisons climatiques, c'est aussi pour des questions d'avoir, l'autonomie n'existe jamais, mais d'avoir la meilleure autonomie possible, parce que, ouais, si ça fout le bordel dans la marine marchande, il y a plus de trucs, il y a plein de trucs qui arrivent plus, d'une première nécessité qui arrivent plus ici, ou dans l'aviation. Et qu'un pays peut décider, genre, je sais pas, moi, t'as la Russie qui se dit, qui utilise déjà, fracture déjà l'Europe et les États-Unis. La Russie s'est mêlée de l'élection de Trump il y a quelques années. Je sais pas quand sortira cette vidéo, si ce sera avant ou après les élections américaines avec Kamala Harris et Trump. Mais maintenant, c'est plus l'algorithme de recommandation pour fracturer les sociétés, dire que c'est la faute aux uns et puis la faute aux autres, ce que la Russie fait avec ses fermes à bottes et ses fermes humaines même, qui s'occupent de ça non-stop. Ça va être des algorithmes. Et là, en fait, tu es capable de faire en sorte que tel pays soit plus alimenté d'un petit truc spécifique, quoi. Ou quand, en tout cas, tu te débrouilles pour que tu envoies une mauvaise... Regarde, par exemple, les méthaniers. Aujourd'hui, notre énergie vient de méthaniers américains et de méthane qui vient du Qatar, qu'on essaie de ramener, puisque ça ne vient plus de Russie. Il suffit d'envoyer un petit plan qui ralentit l'arrivée des méthaniers en mode changement d'itinéraire ou alors problème sur 10 méthaniers en même temps, donc ils sont obligés de se stopper en pleine mer. Nous, on va sur nos réserves, ça nous coûte super cher. Et en fait, tu vois, t'es capable avec des petits trucs de déstabiliser carrément tout un système. En vérité, il faut aller dans le local, il faut aller dans tout ce qui est de proximité, il faut aller dans la décarbonation aussi en quelque sorte. C'est par là que ça va se passer aussi, au-delà du fait de militer, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on va démondialiser en quelque sorte? Il faut, c'est pas la mission de Posia parce qu'on préfère se concentrer sur un objectif plus précis pour avoir plus de chances de succès. Mais c'est vrai que si on considère qu'il y a une chance que Internet disparaisse du jour au lendemain, dans l'état actuel du monde, ce serait une catastrophe telle qu'il n'en est jamais produite dans l'histoire de l'humanité. On peut s'attendre à des centaines de millions de morts. Enfin, juste, on détruit toute notre chaîne de fonctionnement. On est devenu tellement dépendant à Internet dans les sociétés occidentales que ce serait catastrophique. Il y a vraiment, regarde bien où tu veux être. Excuse-moi, vraiment, je suis désolé de t'interrompre, mais je dois vraiment préciser qu'il y a un biais immense qu'on a pu tester nous-mêmes avec une de nos vidéos, de gens qui ont connu un monde sans Internet et qui se disent oui, débranchons Internet, ça va être génial. Mais parce qu'on croit qu'on va retourner à ce monde-là, mais que c'est un monde fait de papier, fait d'appels téléphoniques ou de fax. Alors que là, on n'a plus ces technologies, elles ne sont plus en fonction actuellement. On pourrait y retourner lentement, enfin on pourrait y retourner sur l'échelle disons de plusieurs mois ou d'une année peut-être si on est optimiste, mais pas d'un seul coup. C'est-à-dire que si d'un seul coup il y a un choc tel dans la société que la disparition soudaine d'Internet, là il suffit juste de voir ce qui s'est passé déjà au début du Covid, où c'était déjà pas un choc aussi effroyable. Et là, instantanément, les gens se mettent en mode survie, donc ils vont foncer vers les supermarchés pour aller dévaliser le papier toilette, je ne sais pas pourquoi, ou juste, ils vont faire des stocks de nourriture, etc. Et en fait, à partir du moment où, c'est plutôt un problème humain dans le sens où on a confiance en le système autour de nous et c'est ce qui fait que tout marche. Si d'un seul coup il n'y a plus Internet, tout le monde perd confiance en le système autour de nous. Bon, déjà, on n'a plus accès à notre compte en banque, ce qui va bien terrifier tout le monde. Donc voilà, tout le monde se met instantanément en mode survie. Tous les approvisionnements de nourriture dans les grandes villes s'arrêtent parce que il faut supposer que déjà, ces systèmes utilisent Internet pour communiquer. Enfin, les boîtes qui font ça utilisent Internet, mais en plus, il faut penser que la personne qui conduit le camion, il faut espérer qu'il va continuer à décider d'aller conduire son camion dans la grande ville, même si tout le monde autour de lui s'est mis en mode survie et il a peut-être peur pour sa famille, etc. Voilà, si jamais il y a un truc comme ça qui se passe, c'est pas on retourne gentiment vers un monde où il n'y a pas Internet, c'est plutôt on part dans un chaos absolu où les gens vont juste s'entretuer pour de la nourriture. Donc ça, il faut vraiment que ça se produise pas. Et c'est vrai qu'on peut commencer à réfléchir à des solutions en avance, genre se dire ok, comment est-ce qu'on transforme l'économie pour être plus résistant à ce genre de problème.
Mais j'ai pas beaucoup d'espoir qu'on y arrive dans 1 an ou 2, à l'échelle de temps à laquelle ces modèles pourraient commencer à apparaître, qui pourraient avoir des risques catastrophiques à l'échelle d'Internet. Donc je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est demander à ces boîtes d'offrir des garanties qu'elles ne peuvent pas construire des modèles d'IA avec des capacités aussi dangereuses. Là, c'est pas ce qu'elles sont en train de faire. Là, en ce moment, à chaque fois qu'on construit un nouveau modèle d'IA, on découvre, après l'avoir créé, quelles sont ses capacités. Donc là, on est en train Comme dans les films de science-fiction, c'est la même chose, c'est incroyable. C'est comme si on avait vu le truc à l'avance. C'est assez incroyable. Ouais. Et ouais, là, OpenAI est en train d'entraîner GPT-5. Et quand ce sera fini, bon, je pense qu'ils font des pauses au fur et à mesure pour évaluer les capacités dangereuses. Mais en tout cas, on n'a pas de visibilité sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est possible qu'ils soient en mode YOLO. On l'entraîne jusqu'au bout et à la fin, on a la nouvelle bestiole et on va voir ce dont il est capable. Et puis après, voilà, on est complètement dépendant de eux. Est-ce qu'ils vont décider de mettre ça en libre accès à tout le monde? Est-ce qu'ils vont décider eux-mêmes de l'utiliser pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons? Si d'un seul coup, ils ont accès à un système qui est capable de pirater automatiquement tous les systèmes informatiques du monde, est-ce qu'on a confiance en eux pour ne pas décider de faire des choses néfastes avec? Comme tu l'as dit, en fait, les algorithmes de recommandation sont déjà utilisés comme une arme. Voilà, la Russie les a utilisés pour déstabiliser les élections aux États-Unis autour de, je crois que c'était en 2016. Oui, premier tour, enfin, en tout cas aux États-Unis. Il y a déjà les armées, l'armée aux États-Unis a déjà une division qui s'appelle Cyber Warfare, où on pense que les guerres maintenant se produisent aussi dans le monde informatique. Donc, ouais, voilà. C'est de bon augure. Je pense que, en tout cas, j'espère que ça va pas être, qu'on va arriver dans cette situation de façon relativement graduelle. Dans le sens où là, on observe déjà aujourd'hui ce qui est en train de se passer sur Internet. Maintenant, on a des photos qui sont complètement indiscernables de photos humaines générées par IA. Donc là, si je vais sur Instagram, par exemple, je suis incapable maintenant de savoir si les images que je vois sont réelles ou générées par une IA. Parce que moi, je suis au courant, et probablement pas tout le monde, je suis au courant des capacités maintenant qu'ont les IA pour générer des images absolument indiscernables d'images humaines. On s'en rapproche bientôt sur la vidéo. Donc là, je pense que dans moins de 6 mois, on va y avoir des vidéos de partout qui sont absolument indiscernables de vidéos générées par humains. Et il y a moyen que ça crée déjà des problèmes et que beaucoup de gens s'éveillent soudainement sur ce qui est en train de se passer. Donc je pense que c'est une de mes plus grandes sources d'espoir, c'est qu'une grande partie de la population s'éveille assez rapidement sur les dangers de l'IA et décide de rejoindre des organismes comme POSIA, comme toutes les autres personnes qui sont en ce moment en train de sonner l'alarme, et que voilà, les politiciens aussi ouvrent les yeux sur ce qui est en train de se passer et qu'on arrive enfin à prendre une approche un peu plus proactive. Je pense qu'il y a vraiment un espoir de ce côté-là. En tout cas, je pense que le monde va devenir très bizarre dans l'année ou les 2 années qui viennent. Donc on va voir. Je pense que même, on peut même argumenter que si on réfléchit aux solutions qui ont marché dans le passé, c'est pas forcément valable dans le futur. Parce qu'en fait, là, le monde est dans une situation complètement inédite à l'histoire de l'humanité. Et du coup, il y a moyen qu'il y ait de nouvelles solutions qui émergent qu'on n'est pas vraiment capable d'imaginer. C'est vraiment possible que du jour au lendemain, les gens soient terrifiés par quelque chose qui est en train de se produire à l'échelle d'Internet et que là, d'un seul coup, on décide de tout arrêter. Bon. Mobilisez-vous. Allez voir ce que propose POSIA. Je pense qu'il va falloir de plus en plus parler à vos élus locaux, de plus en plus dans le fait d'aller voter, le fait d'aller sur Internet, de commencer à sensibiliser. Peut-être que cette vidéo va y permettre d'y aider aussi. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais ce qui est sûr, c'est que grâce à des modèles, grâce à des choses, on peut voir des tendances. Et cette vidéo essaie d'analyser le plus possible les probabilités, les tendances, et de dire, les gars, même s'il y a peu de chance, les fameux 4%, voilà, balance bénéfice-risque, faisons quand même en sorte de participer à ce qu'on ne soit pas dans quelque chose qui sera totalement hors de contrôle et puis diminuer les écrans, même si c'est très paradoxal de dire ça ici dans l'écosystème dans lequel nous sommes, bien sûr. Diminuer le temps d'écran, c'est important pour essayer d'être beaucoup moins tributaire et de trouver du plaisir et du bonheur dans autre chose que des machines qui ont été conçues pour
altérer notre bonheur pour nous rendre addict à elle en fait parce qu'on se rend compte qu'il va passer d'une certaine façon à travers elle. C'est plus facile pour des gens comme j'ai dit qui ont connu un monde sans internet, un monde sans réseaux sociaux parce qu'ils ont construit, ils ont une connaissance d'à quoi ressemblait le monde avant et ce qui a forgé ce qu'ils sont. Mais je crois que ça va être beaucoup plus difficile avec des gens qui baignent déjà dedans. Et c'est très difficile sans paraître réac en essayant d'agir un peu là derrière parce que c'est souvent quelque chose qu'on dit, c'est « Ah, vous êtes contre le progrès, vous êtes des réacs, etc. etc. » Et pourtant, c'est pas le cas. Enfin, moi, je suis pro-IA à condition qu'on crée une IA qu'on comprend et qu'on contrôle. La clé, c'est de rester en contrôle. Il faut que l'humain reste en contrôle à chaque étape. Pas créer des systèmes qu'on ne comprend pas et leur donner accès à tout. Maxime, merci beaucoup pour ce moment partagé avec nous. Si tu as un dernier mot de quelques secondes que tu as envie d'adresser aux gens, n'hésite pas. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses à mon avis. Fais-toi plaisir. Le dernier mot pour moi, c'est vraiment que, encore une fois, j'ai envie de le répéter, on peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on le pense dans ce monde et il faut juste faire le premier pas. Y a un problème, c'est que la plupart des gens, quand ils apprennent les ramifications de ce problème avec l'intelligence artificielle, ils passent dans un mode « Ah, de toute façon, on est foutu, on peut rien faire ». C'est pas vrai, il faut arriver, c'est la dernière étape du déni, il faut arriver à passer rapidement à travers cette étape et rentrer dans l'action. Je pense que si juste, bon, je sais pas combien il va y avoir de vues à cette vidéo ou d'écoute, si juste 1/10 des personnes qui sont en train d'écouter ce podcast décidaient de rejoindre Posia, là, en 6 mois, on change le monde, alors littéralement. Donc voilà, je pense qu'il faut pas sous-estimer nos moyens d'action et à quel point on peut changer les choses. Tous les liens vers Posia en description de la vidéo, je pense que ça vaut la peine. C'est comme quand vous avez Extinction Rebellion, des shifters qui se rebellent contre des choses qui parfois prennent des tournures incontrôlables. Eux aussi, c'est leur but. En fait, on se bat littéralement pour la même chose. Un monde durable pour l'avenir de nos enfants et pour qu'ils puissent, et puis pour nous aussi, pour qu'on puisse être posés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Maxime, d'être venu sur cette chaîne. Quoi vous fassiez, faites-le bien, n'oubliez pas de vous abonner, commentez aussi, mais bon, annoncez à la fin le commentaire, c'est particulier, donc j'ai surtout envie de vous demander, pour ceux qui sont vraiment restés jusqu'au bout de cette vidéo, et ceux qui nous écoutent en podcast, vous ne pourrez pas commenter, mais merci à vous en tout cas d'avoir été là, de donner votre feeling sur tout ce que nous venons de raconter dans cette très longue vidéo. À bientôt sur Limite.